Eh bien, bonjour et bienvenue. Comment vas-tu, Azad? Ça va. Bah écoute, ça va bien, comme ce midi. C'est pour raconter un peu notre vie. On a déjà passé un petit moment ensemble ce midi. On se quitte plus aujourd'hui. Donc tout va bien au final. Moi, je passe de très bonnes journées à tes côtés, donc tout va bien. Pour un podcast, hein, précise, tu m'aimes. Ah bah non, moi je précise pas. Après, toi, si tu veux préciser, c'est toi qui J'ai vois. j'ai- j'ai tenté un nom là à l'écran, je sais pas si tu le vois. C'est le bon ou pas? Est-ce que c'est le bon nom? C'est pas mal. Non? On ne l'avait pas Ok. encore fait. C'est là, on m'avait fait Azad Rocky. Mais Azadan Avicius, non. Quoique, ouais, si, on l'avait peut-être déjà faite en fait. Je crois que je te l'ai fait il y a une semaine en fait, C'est vrai? Bah voilà, c'est mais peut-être. j'espère vraiment un jour trouver le vrai prénom quoi. À quoi ça correspond ce pseudo? Mais C'est mon prochain objectif. tu peux m'appeler Ah, Émile sinon. C'est mon deuxième prénom, Émile. Ça rentre un peu plus. ah ouais? Ouais, ouais, Et ouais, ouais. pourquoi tu te fais pas appeler Émile plutôt? Bah, au grand désespoir de ma mère, c'est mes sœurs qui ont gagné le débat entre, Ah ouais. enfin, ouais, c'est un peu mes sœurs qui ont pesé dans le choix du prénom. Mon père voulait Azad, ma mère voulait Émile, et mes sœurs ont préféré Azad. Du coup, voilà. De toute façon, dès qu'elles pouvaient faire chier ma mère, mes sœurs, elles y allaient. Donc, à mon avis, ça se trouve, c'est juste ça, en fait, hein. C'est juste mes sœurs qui aimaient pas ma mère, et du coup, c'est pour ça que je m'appelle Azad et pas Émile. Voilà. Salut Asiar43, bienvenue Mohamed The Goat, et salut Kikoho, bonsoir, bienvenue à tous. Bon, oui, bon, c'est vrai qu'on s'est déjà parlé aujourd'hui, donc j'allais dire C'est vrai. comment ça va? Ça va à peu près, je le sais, non. Ouais, voilà, c'est ça, on survit, on survit. Ça va, salut Malteser13, bienvenue. Eh bien, si tout le monde est à peu près par là, et si tout le monde va bien, bah déjà, dites-nous comment vous allez. C'est vrai que j'ai pas posé les questions. Alors niveau balance de son, parce qu'on a eu un épisode hier avec FD qui était fort intéressant, mais le son était inégal. C'est Dites-nous s'il y a vrai. de gros problèmes, on peut essayer de régler, de bricoler. Mais sinon, on peut enchaîner comme ça, je crois que j'ai tenté de voir. Bref, on y va, on commence. On a une bonne petite soirée en perspective. On a quelques matchs dont on veut parler, notamment de Boston d'ailleurs. Mm, On y c'est va, vrai. on passe à la soirée, si tu veux bien. Si, moi, de toute façon, en plus, on m'attend au bar après, donc dans tous les cas, moi, Ah ouais, carrément. c'est un anniversaire après un anniversaire. D'ailleurs, un mardi soir, genre, c'est vrai que je me retrouve au bar un mardi soir. En plus, pendant le Dry January, ça va être sympa de. Je vais être au jus d'abricot, mais écoute, faut ce qu'il Qu'est-ce faut. que vous avez vu comme match aujourd'hui? Dites-nous. Sinon, on peut commencer à regarder un peu les matchs du jour. Bon, Allez. Minnesota-Washington, est-ce qu'on a un truc à dire? Ou alors même pas du tout. Je suis même pas sûr qu'il y ait un truc à Hmm, dire. ouais, non, moi, j'ai rien, j'ai pas suivi. J'ai pas Ah, suivi. Bilal Koulibaly qui a joué un peu, ouais, Alexandre Sarr, Jordan Poole qui a pris encore 11 3 points. Bon, ok. Ah, bon, celui-là, c'est plus titulaire alors. Quoi que ça fait un mois, non, que Alex Sarr est titulaire. Bref, je sais plus Ouais, trop. oui, oui, si, si, mais c'est bon. Je crois qu'on en a parlé déjà la semaine dernière et justement, il y a des fois où ils sont titulaires les deux. Il y a des fois où il y a que Sarr qui est titulaire. Mais en fait, je pense que ils essayent de montrer un peu quel Kuzma le plus possible pour arriver à l'envoyer quelque part. Mais Mais où? qui va bien vouloir quel Kuzma? Bah ouais, pour qu'il y ait un acheteur, enfin pour qu'il y ait un vendeur, il faut Oui, qu'il y ait un acheteur, quoi. Donc mais c'est un peu le principe. Patrick Baldwin, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il vient le Patrick Baldwin? Johnny Davis. Bon, Baldwin, tu me diras, c'est un deuxième choix de draft. Oh, toi, tu connais même pas, hein, je pense, je suppose. il est Ça chauve, m'est non? Mais il pas gagne du tout. beaucoup, je crois. Non? Ah, ouais, je pensais Pas qu'un. du tout, du tout. Ancien de Golden State. Alors qu'on nous dit New York Pistons, gros match. Hit Clippers, ouais, on va en parler. Bonsoir à tous, bonsoir à Népal. De Beto, salut, salut. Anthony Gill, mais alors, il est encore là, Anthony Gill, ça c'est incroyable. C'est un mec que je voulais mettre dans les All-Hipster Team à l'époque, il y a 1 ou 2 ans, mais sauf que regarde, il a 32 ans. Moi je pensais que c'était un mec qui débarquait en NBA, qui avait 24, 25, quoi, et en fait non. Bon bref, côté Minnesota, bon bah rien de plus à dire, hein. On a un Edwards qui met beaucoup de points face à une équipe qui est pas bonne. Si, juste pour te dire, Azad, je sais qu'on avait parlé de Josh Minot ensemble il y a pas Ouais, longtemps, il il joue enchaîne toujours pas pas trop, beaucoup. hein. Non, c'est un peu décevant. Mais en fait, c'est bizarre, il joue toujours genre 5 minutes. C'est pas vraiment des 5 minutes de garbage time, c'est des 5 minutes dans du jeu un petit peu. Mais tu vois, t'as 4 minutes 30, 6 minutes, 7 minutes 40. T'es là, genre bon, bah. Ouais, En mais fait, après, c'est tu vois, contre Boston qu'il contre a fait Boston, il son. fait 7 minutes. Et c'est pas tant que ça. Et pourtant, il a fait des bonnes choses. Et voilà, c'est quasiment. Enfin, j'ai l'impression que c'est des fins de match, quoi. Tu vois, c'est même pas. Enfin, c'est du garbage time, a priori.
Deuxième choix de draft ou deuxième tour? Non, deuxième tour, Patrick Baldwin, je crois. Excusez-moi si j'ai dit deuxième choix de draft. Donc Josh Minot, non. Non, mais voilà, je pense que... j'ai l'impression qu'on parle des Wolves tous les soirs. Donc bref, avançons sur ce match-là. Les Warriors qui perdent contre les Raptors. Qu'est-ce qu'on en dit de tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a Curry qui n'a pas joué, non? Ah, si. Il n'a pas joué? Ah, si. Du coup, c'est quoi? C'est Draymond Green qui n'a pas joué? Ouais, voilà, c'est ça. Draymond qui n'a pas joué. Ouais, même sans Draymond, t'es quand même un peu censé assurer, quoi. Surtout que c'est les Raptors. Et alors, je sais pas si tu te souviens, il y a quand même 2 mecs qui sont censés être hyper intéressants dans cette équipe. Et donc, on a Bruce Brown qui joue 13 minutes. Et on a Kelly Olynyk qui joue 10 minutes. 10 minutes. Oh là là. Chris Boucher 7 sur 9. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il y en avait un peu plus, il l'a mis quand même. Mais non, mais Kelly Olynyk, il fait quand même une... T'avais suivi au Jazz l'an passé, il fait une première partie de saison. C'était une dinguerie, en vrai. C'était une folie. C'était en termes de création, d'efficacité au scoring, d'utilisation en attaque, en tant que hub, en tant que même un peu de drive, du end-off et tout. Moi, j'aimais trop. Et je comprends pas que... Mais lui, Jacob Poeltl et Bruce Brown, je comprends pas que personne n'allait les chercher. Hein. Ouais, mais au moins, Jacob Poeltl, il joue, quoi, tu vois. Oui, mais il joue à Toronto ou pas jouer... Je suis d'accord que Jacob Poeltl, ça peut être un game changer pour une équipe qui a besoin d'un pivot. Mais ouais, après, Jacob Poeltl est un peu cher tout de même. C'est quoi? C'est 20 millions. Donc, enfin, c'est un vrai titulaire, quoi. C'est pas un coup facile, genre à la Nick Richard où tout le monde va aller le chercher, quoi, pour le coup. Mais non, mais Kelly Olynyk, même, tu sais, on avait été surpris parce qu'on s'attendait à ce qu'il soit échangé l'an passé chez un contender, quoi. En tant que, c'était quoi? C'est point center, on peut dire, grosso modo, qu'il était. En tant que forward. Ah mince, il n'y a pas le chat qui s'affiche. C'est vrai. Ah mince, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il doit être caché derrière la barre de navigation. Enfin, non, la page de navigation. Mince. Je sais plus. Je ne sais pas. Non, il est bien au-dessus. Mince. Bon, j'essaierai de régler ça. Ouais, et donc, bref, il se fait échanger à Toronto un peu à la surprise générale. Il joue quasiment pas. En tout cas, le mec, il joue beaucoup à Utah, il joue plus du tout à Toronto. C'est un peu bizarre, quoi. Et bon, pareil, quoi. Agbaji, il joue parce qu'il était un peu dans le trade aussi. Agbaji, il joue et je crois qu'il a un peu trouvé son shoot cette année. Ça fait quand même plaisir puisqu'il est quand même censé il est censé être un peu, enfin c'était un peu sur le shoot, quoi, aussi, qui se faisait drafter un peu défense 3&D. Je regarde juste le contrat de Olynyk. Ah ok, 12 millions et 13 millions l'an prochain. Donc il ne se fera pas échanger cette année. Voilà, vous pouvez en être sûr. C'est la règle Masai Ujiri. Donc Kelly Olynyk, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas. Par contre, Bruce Brown, il va être échangé. Hein. Bruce Brown, c'est à peu près sûr. Enfin, je vais quand même revérifier, mais il me semble qu'il avait pris son option et qu'il était en fin de contrat. Donc, ouais, mais tu vois, un Bruce Brown, je pense, je sais pas si les Knicks ont de la place ou une équipe comme ça, tu vois, ou les Lakers, ça peut être sympa aux Lakers, quoi. Est-ce que genre en échange, Gabe Vincent, ça passe ou pas? Non, c'est peut-être pas assez. Je sais plus. Enfin, bref. Mais non, mais Bruce Brown, on est d'accord que ça peut être cool, quoi. Bah ouais, peut-être sinon à Denver. Contre qui? Oui, c'est toujours le problème des contrats à Denver, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de flexibilité. Ouais, ouais, effectivement. Bref, non, Golden State, ça continue d'être un peu ça sent pas bon, quoi. Pour le coup, je crois que j'avais vu passer une stat sur Buddy Hield aussi, comme quoi. Alors, les stats un peu bizarres, tu sais. Quand Buddy Hield il met plus de 30 points, l'équipe gagne. Bah oui, tu m'étonnes. Non, mais c'est pas tant que ça un indicateur, mais bref. Mais non, mais je crois qu'il a, après son top début de saison, elle est où le début de saison? Début de saison, c'est par là, il a mis beaucoup de points, et je crois que dernièrement, oui, la colonne des points, il a dépassé les 20 points une seule fois depuis 30 matchs, quoi, un truc comme ça. Alors que son début de saison, c'était un régal. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, 22 points, 27 points, 28 points, 21 points, 27 points, 20 points. Ouais, il était vraiment très très chaud pour le coup. Mais bon, bref. Bon, pas grand chose à dire. Est-ce que vous avez des trucs à dire? Dites-nous dans le chat si vous avez vu ce match-là. Mais non. Après, ce qui est surprenant, c'est que je ne sais pas si tu as vu la déclaration de Draymond Green qui a dit non, mais c'est les mauvaises équipes qui font des panic moves. J'ai envie de dire, premièrement, oui. Oui. Et deuxièmement, en général, ça peut marcher aussi, quoi. Tu vois, de faire un all-in, en général, tu fais un move pour être meilleur. Donc après, tu deviens meilleur, c'est quand même cool, quoi.
Bah, enfin, je comprends pas trop le truc de genre, c'est les mauvaises équipes qui font des panic moves. Bon, en même temps, souvent les bonnes équipes, elles ont moins de choses à faire, du coup, ça panique moins, entre guillemets. Mais Bah ouais. là, ils sont clairement dans ce que dans ce que t'as pas envie d'être, quoi. Des espèces de ventre mou de l'Ouest qui va servir à rien et tu balances une année de prime, enfin, de fin de prime, à la fenêtre, quoi. Donc, je comprends pas pourquoi ils s'enterrent là-dedans, mais. Et en plus, la com en ce moment, elle est un peu en mode non, non, mais enfin, tout le monde dit un peu ça, quoi. Tout le monde dit non, il faut pas sacrifier le futur de l'équipe. Donc, Drummond a dit ça, Curry a dit ça, je crois, aujourd'hui ou hier. Mhm. Le propriétaire l'a dit dans la semaine. J'ai envie de dire, bon, ok. Mais en tout cas, merci de nous le dire, hein, comme ça on ne sera pas déçus. Mais ouais, Mais ils zéro de font net quoi? Ils font rating. monter la valeur des joueurs en disant qu'ils veulent pas les échanger. Mais en fait, ça se trouve, il y a personne qui est intéressé par leurs joueurs, surtout, en fait. Bah, quand même, les jeunes, je pense que ça peut se vendre, quoi. Bah, Tu mets faut un. quand même, ils sont pas très intéressants comme, enfin, Podziemski Oh. et Kuminga, c'est quand même des joueurs qui ont beaucoup enfin, je veux dire, il y a pas énorme de potentiel et il y a un peu de défauts aussi un peu structurels quand même. Bah, c'est-à-dire que Podziemski, effectivement, la hype est un peu retombée. Alors, je pense que quand même pas mal d'équipes le veulent bien. Je pense quand Oui, même que Kuminga, tu le proposes à une équipe en reconstruction. Alors, je dis pas que c'est génial, hein, mais le pari est quand même pas mal, quoi. Tu vois. Je pense que ça peut se tenter, en tout cas. Mais ouais, après, le truc, c'est que Butler, ils ont l'air de dire qu'ils sont plus intéressés. Mais c'est dommage parce que ça aurait pu passer avec du Wiggins, du Gary Payton, Anderson, des petits contrats comme ça qui s'ajoutaient, ça aurait pu le faire. Mais ouais, un peu bizarre. Un peu bizarre. J'avoue que c'est un peu déprimant, même, en fait, tu vois, pour les Warriors. bah oui, pour Curry quoi, surtout. Qu'est-ce que je voulais voir Ouais, non, un Kuminga, tu vois, si une équipe dans le fond, là. Est-ce que vraiment, si t'es Portland, tu t'échanges pas genre un de tes vétérans pour avoir Kuminga? Ça va peut-être pas marcher. Mais genre, est-ce que vraiment tu t'accroches à un Jeremy Grant si tu peux genre avoir l'opportunité La version plus jeune? d'un Kuminga? Ouais, mais non, mais franchement, je te trouve un peu dur. Je trouve un peu dur. Je Tu me sais trouves pas, un mais peu un dur sur Utah, Kuminga? Toronto Oui. qui a pas grand chose à jouer, les Hornets, Washington, Brooklyn, tu vois, des équipes qui ont la place un peu de le tester, de le passer au révélateur. Et je pense que, je dis pas qu'il y avait un potentiel en NBA, mais tu peux quand même faire un peu de trucs, quoi, pour le coup. Je ne Ouais. sais pas, je ne sais pas. T'as pas l'air Non, franchement, Kuminga, enthousiasmé. je vois même pas trop l'intérêt de le tester, mais Ouais. Ce qui est surtout bizarre, c'est que d'un côté, ça boude un peu les jeunes, et d'un autre, on tient aux deux timelines. Oui, c'est vrai que c'est assez étrange ça, effectivement. L'aspect de c'est le front office qui veut les deux timelines, et le coach il a pas l'air au courant quoi. Pour le coup. Faudra un peu plus de communication. Bref, Pistons Knicks, malheureusement j'aurais voulu le voir beaucoup, 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 mais je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu dans le chat? Dites-nous. Ça m'intéresse pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce match-là? Comment est-ce qu'on a des Pistons qui arrivent à gagner? Parce qu'on a dit, hein, on a parlé il y a pas longtemps, ils ont une bonne série de victoires, mais parce qu'ils ont joué des équipes ouais. un peu nulles pour le coup. Enfin, en partie. Mais bon, là, les Knicks, c'est quand même pas si nul que ça. Qu'est-ce qui s'est Gros match passé? offensif, Ouais, pas beaucoup de dis-moi. fréquences aussi. Non, je regardais les stats en même temps que tu parlais, mais oui, gros match offensif, un gros offensive rating, pas beaucoup de fréquences au cercle. Dis donc, ça se balade dans la zone du flotteur. C'est énorme! C'est ouf d'avoir genre un match avec une aussi grosse présence sur le short mi-distance pour des deux équipes. On est Ouais. quasiment genre sur les plus gros scores de la saison sur le même match. Grosse seconde mi-temps de Cade, paraît-il. Ouais, mais Cade, effectivement, alors je devine, d'après les match-ups anciens, et on le voit un peu à l'écran, là je laisse un peu dérouler les highlights, je devine un peu ce truc de les Knicks ont encore voulu mettre 4 sur un pivot, et donc ça permet à l'équipe adverse de dérouler le pick and roll 1-5, pick and roll poste 1, poste 5. Et là, on a vu dès la première action du match que effectivement, pick and roll Cade qui va attaquer le drop de 4 quoi. Et là encore, d'ailleurs, je fais pause, on voit que, alors je le dis pour ceux ils sont en podcast, effectivement, 4 est de nouveau en défense sur le pivot Stewart, quoi. Et du coup, ça donne un pick and roll avec Cunningham qui peut attaquer. Ouais, donc ça, c'est un peu bizarre avec les Knicks, hein. On en a parlé hier avec FD par rapport à OKC, le match contre Mm. OKC, mais on le voit assez régulièrement. Mais ouais, je comprends pas. J'ai un peu l'impression que tu donnes un truc qui peut se faire exploiter, c'est un peu dommage, quoi. Bah, c'est surtout qu'en réalité, tu aurais les armes, entre guillemets, pour avoir des joueurs qui peuvent défendre sur des pivots, tu vois, pas aussi bien qu'un vrai pivot, mais d'un autre côté, peut-être mieux que 4 quoi.
quand on voit que, par exemple, Boston, ils mettent sur les pivots adverses Tatum ou Jrue Holiday. Bien Ouais. sûr, c'est pas des défenseurs de post-up incroyables qui vont être des vrais stoppers ou des choses comme ça. Mais ça te permet justement d'avoir Porzingis ailleurs et qui se fasse pas cibler et tu passes énormément de temps à faire du pré-switch et des choses comme ça. Et je trouve qu'avec Anunoby, Bridges ou Josh Hart, ils ont quand même les joueurs un petit peu que tu peux mettre sur un Jalen Duren ou ici ou Isaiah Stewart sans que ça crée trop de problèmes. Enfin, je veux dire, Ouais. si Détroit commence à enchaîner les post-ups d'Isaiah Stewart sur Josh Hart, t'es plutôt content en réalité. Enfin, je veux dire, c'est pas la menace du siècle, quoi. Donc, ouais, Et tu difficile. vois, d'après ce qu'on voit sur les highlights, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Que des pick and roll où Cade, en effet, va cibler Towns, quoi. C'est ce que nous dit Kiko Hu dans le chat, d'ailleurs, qui nous confirme un peu ça. Cade a pas mal ciblé Towns. Mais là, on le voit, quoi. Il y a que des. Alors là, à l'écran, on voit un pull-up à 3 points. Donc, en effet, il s'arrête à 3 points, il prend le pull-up parce que Towns est un peu bas. Mais il y a que des passages où ça va attaquer. Towns qui reste bas en drop, donc il y a un peu cet espace, et on voit que Cade va sur ses spots, quoi. Et ça me fait plaisir parce que c'est un peu Waouh. ce qu'on disait pendant l'intersaison, l'aspect de. En fait, ce qui peut, pour moi, le faire passer à un premier step. Alors, je dis pas que le step de MVP, All-NBA, quoi que ce soit, hein, dans les derniers steps, mais au moins le premier, pour moi, c'est d'avoir un style de jeu un peu plus qui colle avec ses qualités. Et là, on voit que, bah ouais, tu fais un drop, il va pas te punir sur un pull-up forcément tout le temps. Mais par contre, il peut aller dans la raquette, proche du panier, sur des flotteurs, utiliser sa taille de manière un peu fonctionnelle pour shooter par-dessus. Enfin voilà, le côté grand porteur de balle, pas explosif, pas rapide, mais un peu lent, un peu, je vais pas dire à la Doncic, mais t'as un peu compris l'idée, quoi, parce que bon, personne n'est Doncic, mais un peu dans ce rôle-là, quoi. Bah oui, c'est surtout qu'en plus, il a son pull-up à mi-distance et à 3 points n'est pas non plus mauvais. Donc, c'est pas comme s'il pouvait faire que ces drives-là. Il faut juste qu'il les fasse un peu plus. Ouais. Qu'il les fasse un peu plus, surtout quand bah, tu as le drop qui te permet de gagner un peu sur cette vitesse que toi, t'as pas. En gros, avec le drop, ça te permet, si t'as un premier pas qui est pas élite, bah, d'en profiter. Parce que justement, tu peux utiliser un peu cette poche d'espace qui est entre le porteur de balle et le défenseur de drop pour prendre un peu de vitesse, quoi. Après, putain, sur la réussite au cercle, c'est dégueulasse, toujours. Non, ouais. Mais parce que, comme dit, hein, c'est pas un mec qui va jusqu'au panier. Enfin, c'est pas Oui, Doncic, oui, quoi. oui. Voilà. Mais tu vois, 50% dans la zone des flotteurs, bah c'est cool, quoi. Et là, Ça il y a un progresse peu en cet plus. effet de, bah ouais, si tu mets 4 qui va le laisser pénétrer parce qu'il va rester en drop bas par rapport au niveau de l'écran, bah lui, il Mm, va dans la raquette et il les met, ses flotteurs. Il les prend, ces petits pull-up à 2 mètres ou ces flotteurs ou ces mm. trucs comme ça, quoi. Et ouais, alors après, voilà, c'est le premier step. Après, si en plus le pull-up à 2 points ou à 3 points vient, là, ça sera quand même, ça sera génial. Mais ouais, non mais côté Knicks, alors qu'on nous dit aussi, mais est-ce que t'es pas aussi gêné car ton poste 1 n'est pas non plus fifou en défense? Bah ouais, effectivement, totalement. Il y a un peu ce côté, et d'ailleurs on l'a décrypté hier hein, contre OKC, si ça vous dit d'aller voir. Mais OKC, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pick and roll sur SGA, pardon, avec SGA pick and roll sur 4 et 4 reste en drop, ça donne plein de pull-up que là pour le coup SGA met. Et l'autre aspect, c'est aller cibler un Brunson sur des pick and roll entre petits. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là. Et bon, Brunson, tu pourras pas le cacher. De toute façon, les équipes, elles vont venir l'impliquer sur le pick and roll. Après, est-ce que tu choisis de faire un switch et de constater un mismatch ou alors de pas faire un switch? Bon, ça, t'es un peu bloqué par le profil. Mais c'est vrai que le coup de 4, bah, comme tu dis, en fait, il y a ce truc de non, non, on va le laisser sur le pivot, on le laisse sur le pivot, on le laisse sur le pivot. J'espère que à l'avenir, on aura peut-être un peu plus de genre OJ Anunoby, quoi, sur les pivots adverses et 4 ailleurs. Et comme ça, au moins, l'adversaire peut tout de même faire monter sur l'action genre en 4, mais au moins le poseur d'écran sera pas un pivot, sera pas un partenaire de pick and roll idéal, quoi. Donc au moins tu aurais ce truc là, quoi. Et on l'a pas trop. On l'a pas trop. Gros match de Malik Beasley aussi, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Où est-il? Il sort du banc. Ouais, Malik Beasley. Malik Beasley, bon, mais juste un shooter à 3 points qui met ses 3 points, hein, on est d'accord, ça va pas plus loin que 17 ça. minutes, oui, c'était vraiment. Mais je crois que c'est en fin de match qu'il a. Il est beau son tir quand même, hein. Et un tir clutch. Ouais, ouais, il a une super mécanique, hein. Il a une super mécanique. Bah, c'est Euh, marrant, c'est avec le mec qui parle que de ça dans ses articles, enfin, qui insiste souvent sur ça, sur le fait qu'il a travaillé avec Malik Beasley sur son tir, mais c'est vrai que la mécanique elle est quand même pas dégueu, hein. Oui, effectivement. C'est dommage qu'il soit
Petit, il est plus grand que nous Oui. tous, hein, je pense, mais qu'il soit pas plus grand, ça ferait quand même un meilleur impact avec ce shoot-là. Marcus Sasser, d'ailleurs, qui est toujours par là, que j'avais bien aimé sa défense il y a Ouais, moi quelques j'ai jours. bien aimé son passing l'année dernière. Ouais. Mais Oscar ouais. Thompson qui est revenu aussi. Enfin bref, les Knicks, je sais pas. Quand est-ce qu'on commence à s'inquiéter ou pas pour la défense? Je crois que l'attaque est pas mal, hein. Bah ouais. Même très très bonne, hein, si je dis pas de bêtises. Il doit avoir un des 2 meilleurs offensive rating de NBA actuellement. Ouais, New York, ils sont deuxième Ouais, pour je l'instant. pense. Ouais, je pense qu'ils ont un des meilleurs. Et ben, je crois qu'en défense, je me demande s'il n'y a pas une grosse surchauffe à 3 points des adversaires aussi. Des Dans mes adversaires à 3 points, souvenirs. tu veux dire? Ouais, je crois qu'il y a une petite surchauffe à 3 points des adversaires, si je dis pas de bêtises. Ils mettent Et 38% de bonsoir. leurs 3 points. Et c'est Pardon, une ce bonne que hein, je t'ai de Dieu. interrompu. Je t'entends pas, ça a coupé, excuse-moi. Ça a coupé? Oh non, on a voulu me faire taire. Je disais bonsoir à Damzao et je disais aussi que j'avais une bonne mémoire parce qu'en effet, ouais, il y a peut-être une petite surchauffe de leur adversaire à 3 points. Bah, voilà pour ce match. Donc, et quand t'as un joueur de pick and roll, les Knicks, ça leur fait mal. On a bien vu ça. Hmm. Je n'ai pas pu voir non plus. Il y avait quand même des sacrés matchs aujourd'hui. La revanche, le Houston contre Memphis, le duel du jeu des possessions, grosso modo. C'est un peu le truc. Il y en a qui ont vu ce match ou pas? Est-ce qu'il était sympa? Il m'a l'air. En général, ils sont quand même assez intéressants, mais j'ai un peu l'impression que je dirais pas que c'est la kryptonite, hein, mais Houston, ça joue quand même plutôt pas mal Memphis, hein, pour le coup. Bah ouais, et moi je comprends pas sur j'avais vu des extraits un peu du premier match et je comprends pas que Zach Edey défende sur Sengun. Bah, ça permet en fait, en tout cas, ce qu'ils avaient fait le match aller, on avait décrypté, c'était l'aspect de tu mets Jaren Jackson sur Amen Thompson en fait, pour le mettre en safety. Mais effectivement, il y a des fois où Ça marchait pas très bien parce qu'il le prenait quand même pas mal de vitesse et il avait pas le temps de se placer, je trouve, Jaren Jackson. Enfin, c'était un peu l'impression que j'avais eu au premier match en tout cas. bah, le premier match, en tout cas, ça commence directement, mais Udoka est quand même pas mal du tout, hein, mais tu vois, il y a notamment, bah, vu que Zach Edey, et là on le voit à l'image, apparemment c'était encore le cas sur ce début de match Hmm. ci également, mais bah, en fait tu fais plein de pick and roll avec Sengun, pick and roll classique ou inversé d'ailleurs. On avait vu que même sur des pick and roll inversés, bah, tu as Sengun qui grosso modo en Ouais. périmètre va l'attaquer Zach Edey, et donc ça marchait, et donc ajustement, bah, Memphis avait dû s'ajuster et mettre Jaren Jackson, ok. Et l'autre truc que Udoka avait fait, c'est, bah, vu que tu veux mettre Jaren Jackson sur Amen Thompson, on va donner la balle souvent à Amen Thompson en tant que porteur de balle ou en tant que poseur d'écran. Et grosso modo, il y a ce truc où Jaren Jackson et Memphis voulaient avoir Jaren Jackson en safety off-ball pour rôder autour du panier. Et donc Udoka, qui connaît ça, il dit non, non, mais moi le contre-move, c'est bah, le mec que tu veux abandonner, on va lui donner la balle et comme ça tu vas être impliqué sur le ballon et non pas off-ball. Et ça avait plutôt bien marché aussi, hein, pour le coup. Et je crois que si je me souviens bien, sur le match d'avant aussi, la défense de Amen Thompson sur Ja Morant avait été pas mal du tout aussi, hein, pour le coup. En termes Hmm. de, ben voilà, un match-up qui coulissait assez bien, et sauf qu'il y avait des problèmes de faute, et directement Ja Morant avait beaucoup attaqué du Van Vliet, et voilà, il n'y avait pas de, il y avait pas de réponse, quoi. Donc là, apparemment, il a fait un bon match, même offensivement, je veux dire, Amen Thompson. Mais voilà, c'est toujours, je crois que j'ai vu la stat passer tout à l'heure, si je me mets sur Cleaning the Glass. Mon Dieu. Je crois que Houston a encore pilonné au rebond offensif. Et en termes de jeu Oui. des possessions, ouais, 43%. 43% de rebond offensif. Un score d'élite aussi en termes de lancers francs. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, ils ont bien verrouillé le panier, hein. Si vous voyez que Memphis a pris très très peu de tirs au panier. Donc ouais. Ouais, ouais. Ja Morant 29 points, Desmond Bane 25 points. Seulement 17 points pour Jaren Jackson. Bon, après, tu vois, Zach Edey, ok, il est titulaire, il joue 20 minutes, hein, pour le coup. Donc Oui, oui, oui. c'est pas non plus énorme. D'ailleurs, on voit pas trop son post-up, hein. C'est peut-être un truc, certains peuvent le regretter. Là, il n'y a pas eu de problème de faute pour Amen. On nous dit, ouais, ben voilà, c'est un peu ça, ouais. On en avait parlé. Ça a dû sans doute aider. Sur le travail de coach, lequel vous trouvez le plus positif, Udoka ou Atkinson? Question Azad. Bah, je pense que à la globalité, je dirais plutôt Atkinson, mais c'est un peu bâtard parce que Udoka, on dit qu'il galère beaucoup en attaque, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'outils. Et je trouve que ouais, la défense fonctionnait déjà bien l'année dernière à Houston, donc ça me surprend peut-être moins cette année Ouais. ce qu'il fait avec Houston, contrairement à du coup l'attaque des Cavaliers, qui est vraiment devenue la meilleure de NBA.
Peut-être que le boulot d'Atkinson, il est un peu plus brillant par rapport à ça, entre guillemets. Mais il en a fait quand même une bonne équipe, cette équipe de Houston, et il en a fait une bonne équipe qui est très mauvaise, par exemple, en attaque, en points par possession, mais voilà, qui multiplie les possessions et qui a une défense d'élite, qui joue sur ses forces, entre guillemets. Donc c'est une bonne optimisation du peu de force qu'il a dans l'effectif, quoi. Problème de faute pour Zach Edey également. D'accord, ok, nous dit Louis. Bonne précision alors. Mais ouais, tu vois, un truc aussi qui avait été important dans l'autre match, et c'est un peu un problème avec Memphis, je trouve, c'est qu'ils étaient beaucoup dépendants de Luke Kennard. Je crois qu'il avait fini le match et il a joué beaucoup de minutes dans le Money Time. Et il avait été ciblé dans le Money Time, donc c'était pas si facile que ça. Mais tu vois, là, il joue 10 minutes. Et je pense que je peux aussi comprendre l'idée d'on va essayer de faire jouer d'autres à sa place. Mais c'est un peu le truc avec Memphis, c'est qu'on le répète beaucoup. Mais alors, il y a un spacing en termes d'animation cette année qui est très bon. Mais c'est vrai que ça manque de vrais shooters, quoi, pour le coup. Et surtout qu'en plus, quand tu donnes la balle à Desmond Bane, parce qu'il drive bien et qu'il va cibler sur pick and roll, un tel, comme on a vu là. Mais ouais, tu vois, c'est là où Luke Kennard, c'est génial en termes de shoot, voire même génialissime. Mais est-ce que tu n'aurais pas intérêt à bouger pour essayer d'aller chercher un mec qui est viable des deux côtés du terrain, quoi, qui va pas autant se faire cibler? Bah ouais, c'est con, ils ont un shooter d'élite en plus qui défend bien dans l'effectif, mais j'ai l'impression qu'il est encore blessé. Donc je sais pas, je sais. Tu penses à qui? Ah, Ah, Marcus Smart, ok, d'accord. Oh, j'avais complètement oublié Marcus Smart. Là, c'est waouh. Ok. Ok. Non, je pensais, tu vois, aller chercher un Cam Johnson, ça pourrait être cool. bah oui, mais Cam Johnson, j'ai l'impression qu'il peut changer la vie de plus d'une fois. J'ai un peu l'impression que c'est la clé de voûte d'un nouveau contender un peu. Ouais. En gros, c'est soit ça fait passer OKC comme large favori, soit ça fait passer, je sais pas, une équipe de contender à favori, entre guillemets. Bah après, Memphis, l'avantage, c'est que je te dis, hein, tu vois, Luke Kennard a quand même pas mal d'importance sur tout ce qui est parfois des sorties d'écran, parfois des stack action, ou quand tu as un pivot justement un peu lent, Mm. comme Sengun, tu le fais remonter pour un shoot sur l'aile, et tu punis le positionnement un peu bas du pivot qui veut rester en retrait. Donc Mm. il y a quand même une certaine importance. Et, le truc aussi de vouloir cibler, tu veux cibler par exemple, je sais pas, Fred VanVleet ou un petit, bah tu l'amènes sur l'action grâce à Luke Kennard, sur qui le mec défend. Et en plus, Kennard a la menace à 3 points pour ensuite poser l'écran et faire un pick and pop ou autre. Mais ouais, donc voilà, tu vois, grosse importance sur le premier match. Là, il a joué 10 minutes. Et il est passé derrière des Laravia, des Scottie Pippen Junior et tout. Ouais. Donc voici, et de l'autre côté, gros match de Amen Thompson et gros match de Jalen Green aussi, hein, qui est en forme, hein, Jalen Green. C'est pas que de la Oui. surchauffe à 3 points en plus. Depuis le match contre Boston, j'ai l'impression que ça joue bien. En vrai, là, ça commence à faire 2 semaines, 10 jours en vrai que chaque fois que je vois passer un peu leur match, ça a l'air d'être pas mauvais. Mais après, c'est que des tirs compliqués par contre, quoi. Donc, Ouais, c'est après, ça qui est un peu difficile à évaluer, je trouve. c'est vrai qu'il y a une proportion qui sont des tirs difficiles. On est d'accord. Donc il y a une partie de shot making sur genre des pull-ups et tout. Mm. Mais j'aime bien un peu l'utilisation actuelle en ce moment, c'est le mec pour qui on va chercher et trouver des match-ups et il peut le punir, quoi. Les match-ups, je crois qu'on avait parlé contre les Lakers il y a 2 semaines, la semaine dernière, dans la quotidienne ou un truc comme ça. Mais ouais, il est en forme. Et de l'autre côté, Amen Thompson aussi, qui est pas mal du tout, au-delà de la défense. Amen Thompson qui fait aussi de grandes choses avec son explosivité. D'ailleurs, tu vois, on le voit à l'écran, la première action du match, Jaren Jackson, qui est sur Amen Thompson, pour le coup. Là, on voit pas Donc, d'action à l'écran. Je sais pas. Moi, je vois qu'un box score à l'écran, donc je sais pas si c'est mon écran qui je est. crois que c'est toi qui as une connexion qui a pas bien marché. Enfin, j'espère. D'accord. À confirmer dans le chat. Ok, d'accord. Donc c'est moi qui ai une connexion en papier mâché. Très Fais bien. F5. F5. Oui, mais pas sur faut que je le fasse sur la bonne page. Boomer que je suis. Non, c'est bon, j'ai l'action du coup. Ok. Bon voilà, Amen Thompson, toujours aussi intéressant. Bref, donc voici. Ah, Jason Tate d'ailleurs aussi. Jason Tate que j'aime beaucoup. Il a joué un peu. Bref. On avance. Il nous reste quoi alors? Tu veux parler de Miami Clippers? On le fait maintenant ou on le fera peut-être en longueur un peu après, tu veux? Bah ouais, vas-y, toi tu voulais parler de Lakers Spurs? Je voulais, mais j'ai pas eu le temps de le regarder dans le match en entier, donc je le regarde un peu sous la main pour Ok. parler plus en détail. Donc les Spurs ont gagné 126-102 contre les Lakers. C'est vrai que moi, ce qui m'a marqué sur la première mi-temps, c'est que directement dès le début du match, on a Wemby qui est impliqué sur beaucoup d'actions. Et c'est un peu ce que je regrettais
on avait parlé, hein, mais sur le début de saison de cette année, l'aspect de, il avait fini 2024 en grande pompe, je sais plus. Enfin bref. Il était excellentissime et il avait commencé beaucoup moins d'usage. Là, je trouve que sur ce match, il était beaucoup de pick and roll inversé. Et surtout, alors j'ai pas fini le match, donc encore une fois, je vais pas me prononcer trop en avance. Ça se trouve, je vais dire des bêtises. Mais les Lakers sont en switch all cette saison, tu sais. Et en fait, c'est du pain béni, quoi. Parce que pour le coup, sur la première mi-temps, ils sont très très bien arrivés à punir ça. Parce qu'ils savent que juste tu fais un pick and roll où tu vas impliquer Austin Reeves, par exemple, ça switch un peu automatiquement. Et puis ensuite, tu vas t'installer au poste bas, en poste haut. Alors après, oui, parfois, les Lakers font ce qu'on appelle des scram switch ou des kick-out switch. C'est-à-dire que Reeves prend Wembanyama sur le switch, ok, mais ensuite quelqu'un vient le kick-out. Donc quelqu'un dit non, casse-toi, moi je prends Wembanyama et toi je te kick-out ailleurs, quoi. En gros, c'est un peu l'idée. Et donc il y a des schémas comme ça qui se mettent en place. Il y a aussi le fait que tu peux avoir un mec en deuxième rideau, voilà. Mais globalement, tu vois, sur la première mi-temps, j'ai beaucoup aimé D'ailleurs, pardon, excuse-moi, je vais mettre les images. On n'est pas obligé de rester avec. Non, mais c'est marrant, t'as parlé des Spurs et il y a Garen Shai qui est apparu dans le chat à la seconde suivante. Bon, voilà. Ouais, désolé Garen Shai, j'ai pas pu finir le match. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on en parlera en détail. Je pense que dans l'hebdo, sans doute, on le fera un peu plus. Mais ouais, il y a clairement cet aspect de punition de mismatch et de switch qui a été très bon. Après, voilà, c'est est-ce que vraiment les Lakers doivent continuer sur ce switch all, quoi. En fait, moi, je me demande à quel point. Je me demande qu'est-ce qui fait qu'Austin Reeves est si mauvais en défense. Il est pas bon, il est fin, il est pas costaud, il est mais pas ouais, de j'ai bras. l'impression qu'il est particulièrement ciblé. Je me demande à quel point c'est pas aussi la faute des Lakers qui n'arrivent pas à le protéger, entre guillemets, et à quel point faire du switch all, c'est pas un peu donner le bâton pour se faire battre, quoi. Ouais. Peut-être, ouais. Garincha, d'ailleurs, dans le chat, fan des Spurs, tu nous dis si t'as vu des trucs, toi, dont tu veux parler aujourd'hui. Et ouais, sur la première mi-temps, moi, Chris Paul, grande forme, hein, pour le coup. En termes de lecture, et même des fois, il fait des passes dans le corner opposé, j'ai envie de dire, mais je connaissais pas trop ça, cette version de Chris Paul, la passe dans le corner opposé, c'est pas trop son truc d'habitude. Mais ouais, non, de très bonne lecture. Attends, je vais quand même prendre ma page de notes, qu'est-ce que j'ai noté aussi. Ouais, de l'autre côté, l'accent a été mis aussi sur Davis pour attaquer un peu frontalement Wemby. Alors, pour le coup, les Lakers, ça switch all, les Spurs, non. Donc ça switchait pas. Donc tu vois, on tentait un peu les classiques de cette année Davis qui est un peu le porteur de balle principal sur des pick and roll inversés. Donc c'est lui le porteur de balle et il y a un petit qui pose l'écran. Alors qu'on voit à l'image un magnifique dunk. C'est ça pour ça que tu ricanes. mais donc ouais, non, les Spurs ne switchaient pas. Mais au final, je trouve que AD c'est quand même plutôt pas mal dépatouillé pour attaquer un contre un. Je me demande à quel point c'était un aspect de le cibler, de provoquer des fautes tôt dans le match ou quoi, ou juste le fait que Davis est capable de scorer par-dessus, quoi. Il y a forcément, je pense, des équipes qui vont essayer quand même de cibler Wembanyama le plus possible. Pas parce que c'est un mauvais défenseur ou qu'il a certains défauts, mais aussi pour lui mettre des fautes, tout simplement, quoi. Je pense qu'avec son volume défensif, tu peux essayer de l'impliquer le plus possible dans des situations où il va faire des fautes au cercle potentiellement, un peu dans le but je sais pas comment expliquer, mais en fait, il y a un tel volume et ils sont pas en switch all, du coup, ils le gardent proche du cercle. Tu peux essayer de faire en sorte que, à force de défendre autant de tirs qui sont susceptibles de devenir des fautes, d'essayer de lui en mettre le plus possible, le plus vite pour un peu influer sur les rotations. Parce qu'en réalité, l'équipe des Spurs sans Wembanyama, c'est quand même, on n'est pas sur l'équivalent de avec et sans Jokic, mais c'est juste que l'équipe est quand même arrive beaucoup moins bien à tourner quand il est pas sur le terrain, quoi. Tu vois, un exemple là, que je vais décrire pour ceux qui sont en podcast, mais qui est hyper intéressant. On a eu un switch et donc Wembanyama qui va s'installer, il va essayer de s'installer au poste haut contre Austin Reeves, ok. Donc Chris Paul a la balle, il attend, il va le servir, sauf que derrière Davis, qui est loin du ballon, qui est off-ball, il se dit attends, il faut que je protège parce que là il va y avoir Wemby contre Austin Reeves, je me mets derrière, et donc il abandonne dans le corner Harrison Barnes pour ce faire. Et Chris Paul, magnifique lecture de hop, plutôt que servir Wemby, en fait il attend, il voit Davis et en fait il va servir directement Harrison Barnes qui est ouvert dans le corner, 3 points. Heureusement que Wembanyama la prend pas d'ailleurs. Oui, il passe à deux doigts de la prendre. Non,
non, c'est pas pour moi. Mais vraiment, de très très bonne lecture de la part de Chris Paul, et ça me commentaire dans le chat qui nous dit, Daimzao, fan des Warriors, qui nous dit Chris Paul qui est plus jeune que l'année dernière. C'est vrai que, oui, un peu, en un sens. J'adore la séquence de skip pass. Ouais, effectivement. Et puis Castle aussi qui a été pas mal sur ce match. Castle a été très très bon. Je vais essayer de mettre un peu à l'image. On a eu des très bons drives. Je sais que tu l'aimes bien toi aussi, hein, je crois, Stephen Castle. Mais ouais. Moi, j'aime bien la défense, mais on a aussi l'attaque qui se développe, quoi. Moi, même en pick and roll inversé, je trouve que c'est un joueur qui est plus compatible avec Wembanyama que lui, quoi. Que Chris Paul, je veux dire. Donc, ouais, j'aime bien. Et puis, c'est vrai que il a quand même un beau premier pas. En fait, il est grand, surtout. Moi, ces meneurs de jeu, ces porteurs de balles qui sont grands et qui peuvent, du coup, être une valeur positive ou moins neutre en défense et qui, en plus, peuvent porter la balle, jouer proche du cercle. Là, il y a une vraie action pour lui où, comme tu es en train de montrer à l'écran, il a un écran pour obtenir un switch sur Austin Reeves. Il prend position au post-up, un power dribble, il fait son spin move donc sur lui-même et il obtient un tir au cercle très très facilement, quoi. Il le punit au poste bas, ouais. Voilà, exactement. Donc oh waouh. Ouais, tu vois, Chris Paul a assuré. Mais parce que, comme dit, hein, on a des Lakers qui sont en switch-all. Ça se voit ici, encore une fois. Hein, alors, je décris, pardon. Ça se voit sur le terrain. Là, on a une pick and roll sur le côté. Ça switch directement. Donc, Davis sur Chris Paul et un petit qui va sur Wemby. Je crois que c'est Austin Reeves. Et en fait, ça switch pas comme ça. Il y a aussi des protections derrière. On switch parce qu'on vient les protéger. Et donc, c'est là-dessus que je pense que Chris Paul a fait un bon match. C'est que il voit directement ici le troisième joueur qui veut entrer dans l'action, qui veut protéger, qui se met en rotation agressive. Il punit ça par des skip pass vers le corner opposé, vers le joueur ouvert, quoi, vers le joueur qui a été abandonné. Trifor Castle, bravo. bravo, la classique, on aime bien. Mais ouais, non, mais de très très bons drives, hein, de Castle pour le coup. Donc ça, on aime bien. Les Spurs qui gagnent. Les Spurs, ils en sont où d'ailleurs, les Spurs? Je t'avoue que collectivement, autant on suit un peu les péripéties de Wembanyama. T'as vu la vidéo de Ben Taylor ou pas d'ailleurs? Laquelle? Sur Wembanyama, il y en a une nouvelle? Ouais. Non, elle est bien. Franchement, elle était pas mal du tout. Ouais. Alors après. Comment dire, c'est très axé sur le positif, quoi. Mais pour le coup, non, mais franchement, la vidéo de Ben Taylor, bon, évidemment, on va pas vous dire que Ben Taylor c'est bien, mais ouais, non, mais il montre aussi plein d'exemples au niveau du passing qui est assez intéressant. Alors, je dirais quand même pas jusqu'à dire comme lui ou comme son acolyte Cody Udek qu'on est du niveau de Jokic, mais ouais, en fait, qui a dit ça? Je crois que c'était Cody, des passes à la Jokic, un truc comme ça. Bah après, tu peux dire des passes à la Jokic sans exprimer qu'il a le même niveau, mais non, mais il y a quand même de très très bons instincts et de la réactivité, de la lecture, de la compréhension, quoi. Mais les passes sont fabuleuses parce qu'il y a des angles et des lectures qui sont uniques. Après, il y a un volume de déchets. Enfin, en tout cas, l'année dernière, moi, ça m'avait pas mal choqué. Cette année, peut-être un peu moins, mais peut-être un peu plus fonctionnel dans les passes cette année. Il va peut-être un peu moins chercher le home run, alors que l'année dernière, c'était vraiment abusé, quoi. Surtout, c'est ce que montre la vidéo aussi, c'est l'aspect de son scoring a plus de poids, a plus de gravitas, Azad. Et donc ça lui permet de faire des meilleures passes aussi, parce que t'as des mecs qui viennent sur lui. Il montre aussi l'exemple de souvent les mecs passaient sous les écrans, et ça, l'an dernier, c'était à chaque fois. Et là, cette année, t'as des mecs qui essaient de passer par-dessus l'écran et pas dessous. Donc, parce que tu veux plus laisser ce 3 points ouverts. Et donc, forcément, ça a des répercussions en termes de passes, et comme en plus, il y a la taille pour passer par-dessus et qu'il y a des angles de passe que personne dans l'histoire de l'humanité n'a jamais eu. C'est cool, quoi. Donc, ouais, allez voir la vidéo de Ben Taylor, effectivement, sur le sujet. Je ne sais plus pourquoi je parle de ça. Ah oui, les Spurs en sont où collectivement? Où est-ce qu'on est dans la conf? On est 11e. On est devant les Warriors. Comme quoi, Chris Paul. Devant les Warriors, ils sont 12e. Aïe. Ah ouais. Castle, quand on le laisse attaquer le cercle, il se fait plaisir. Et ça en dit beaucoup sur les limites défensives des Lakers. Ouais, sur le premier rideau. Mais après, voilà. Encore une fois, si les Lakers switch, il peut choisir qui attaquer. Tu vois, les deux magnifiques drives qu'on a vus tout à l'heure, il fait du tout droit, il explose au panier à la fin. Je crois que c'est contre Austin Reeves. Donc, ouais, c'est quand même plus facile, évidemment. Donc, les Spurs, ils sont pas encore totalement sûrs d'être en playoff. Pour le coup, 11e. Phoenix est 10. Alors, les Kings sont 9. Alors, les Kings, c'est vrai que les Kings sont remontés. Ouais. Le champion de la conférence Ouest l'an dernier, Minnesota, est 8e. Lakers aussi, sont pas si mal que ça, les Lakers.
Ouais, et les Clippers alors, les futurs champions. Tu les as vus récemment ou pas? Les Clippers, bah oui, je les ai vus cette nuit du coup. Ah non, pardon, je croyais que tu parlais des Kings, puisque je parlais des Kings. Ah, les Kings, non, les Kings, je les ai vus contre Boston, ouais. Je les ai vus contre Boston, les Kings Alors dis-nous, oui. qui mélangent un peu la zone et de l'indiv, qui était vraiment très enclin à laisser les shooters de Boston tout seuls et qui surdomine au rebond offensif et même défensif. Et là, Boston s'est fait complètement bouffer sur ce match-là. Donc c'était assez intéressant. Puis ensuite, bah, ils ont fait le pari, comme beaucoup plus d'équipes cette saison font le pari de bah, que Boston va louper ses tirs. Et Boston loupe pas mal ses tirs dernièrement, donc il y a un peu commence à y avoir un peu d'inquiétude dans les fanbases des Celtics en mode bon bah qu'est-ce qui va se passer quand Boston rentrera plus ses tirs si on continue à pas toujours nous respecter. Et de plus en plus, bah, c'est un peu les problèmes qu'ils rencontrent et ça a créé. Bah là, tu vois le match contre New Orleans. Boston va pas mal au cercle et est pas forcément très en réussite Ouais. au cercle, quoi. Ouais, alors bon, le côté zone et individuel, ça, c'est pas de Christie, hein. Je ne laisserai pas dire ça. Ah ben Surtout c'est pas ce que j'ai dit, hein. Non, Moi, je sais, mais je précise, hein, parce que Mike Brown, c'est quand même le mec qui était Warriors coordinateur défensif et qui appelait des box and one, des triangle and two. Je me souviens d'un match à Miami où il y a du play calling défensif complètement fou. Enfin bref, c'était passionnant. Mais non, mais voilà, les Warriors étaient aussi un peu à la pointe sur ce genre un peu de défense, un peu mix entre les deux. Bref, donc Miami Lakers, pardon, Miami Clippers, tu as vu un des Oui. autres matchs de la soirée. Alors, Bah c'était un super match malgré qu'il n'y ait pas Bam Adebayo. Tu sais qui était titulaire à la place de Bam Adebayo? Khalil Ware, non, c'est ça? Eh ben non, en 2025, on a eu Kevin Love titulaire d'un match NBA. Ah oui, effectivement. Kevin Love qui est en feu sur les réseaux sociaux en ce moment. Je sais pas si t'as vu. J'ai vu passer Mais, le dernier truc là. tu l'as vu le dernier? Bon, on va pas en parler, mais ouais, c'était assez rigolo. Bref. Non, mais il met plein de mèmes sur la situation. On sent que c'est l'enfant du divorce qui fait des blagues, tu sais, pour essayer de détendre l'atmosphère, ça marche pas. Bon, après, il a joué 15 minutes hein, sur le match. Donc, tu me fais pas très peur, hein, tu sais, avec ton 2025 Kevin Love. On a un peu affaire à un titulaire là qui se bogance, quoi. Ouais, oui, oui, mais au début, moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant quand même de le voir sur le terrain, un peu opéré en mode hub offensif. Mais c'est vrai que Kelly Ware, c'est quand même bien plus intéressant en termes de, bah, Ouais, tout. de, de- Non, il y a du shoot chez Kevin Love. Kevin Love qui a encore un peu son 3 points. Mais moi, ce que j'ai adoré Attends, sur ce je match, t'arrête juste 2 secondes. ouais, Depuis combien de temps on n'a pas eu ça à Miami? C'est-à-dire, on voit à l'écran une passe, un Spain pick and roll et un alley-oop pour une menace verticale au panier. Khalil Ware qui met le catch and finish, le alley-oop. Depuis combien de temps on n'a pas eu ça? Parce que, bon, il y a Bam, mais Bam, c'est quand même pas un mec hyper grand. Enfin, ça fait du bien, quoi, tu vois. Bon, bref, trop pardon. occupé à prendre les pull-ups Bam Adebayo. Bam Adebayo. Ouais, Ouais, et bah là pour le coup, il était pas là sur le match et ouais, j'ai trouvé ça hyper dynamique. Bon, il y a pas mal de problèmes de. En gros, le match a eu les qualités de ses défauts. Bon, alors là, je sens que j'ai perdu la moitié des gens, mais je vais m'expliquer. En gros, le match a été hyper intéressant parce que du côté du Miami, j'ai vu énormément de porteurs de balles différents. Il y a eu Tyler Hero, Duncan Robinson, Jacques Junior, Jovic, malheureusement aussi Terry Rozier. Donc c'est très diversifié en termes d'origine des actions et de qui porte la balle et comment les actions sont déclenchées. On a aussi pas mal de Miami action, pas mal de zoom action aussi. Je trouvais ça assez intéressant, pas mal de Spain pick and roll justement où il y a un shooter qui vient poser un écran pour le mec qui défend sur Ware. Et donc ça, c'était la partie plutôt positive et intéressante du côté de Miami. Le problème de ça, c'est que les porteurs de balles, à part Tyler Hero, sont pas forcément des porteurs de bon, balles très sereins ou très propres, disons. ouais. Et face aux Clippers, ça a été très vite problématique parce que la défense des Clippers sur les porteurs de balles, oh là 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 là, c'est vraiment, je sais pas contre qui ils vont jouer en playoff, mais ils ont intérêt d'avoir des porteurs de balles qui les ont bien accrochés parce que c'est fort quoi.
Il y a Chris Dunn qui fait un super match. Powell sur le porteur de balle qui est hyper gênant aussi. T'as Kawhi qui arrive hyper bien à gêner un petit peu aussi et à deny Tyler Hero quand il cherche les ballons. James Harden qui fait encore une bonne saison du coup par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui. Une belle concentration et sur les mains, sur les stunts, la gestion des timings, je le trouve bon en défense aussi. Enfin, le match défensif, il est franchement hyper intéressant et hyper prenant à regarder du côté des Clippers. Mais d'un autre côté, l'attaque du Heat était aussi intéressante dans le sens où Tyler Hero, bah, beaucoup de progrès sur la lecture des pick and roll, la patience, la manière d'attirer deux défenseurs pour ensuite faire la bonne passe ou prendre le bon tir. Ouais. Donc voilà, j'ai trouvé le match hyper diversifié en attaque du côté du Heat et du coup très intéressant à regarder défensivement aussi du côté des Clippers. Et à l'inverse, l'attaque des Clippers, je l'ai trouvé très cool aussi, dû à la défense du Heat qui était en zone. Et du coup, c'est un petit peu comment le Heat a réussi à faire tourner leur attaque du mieux possible face à la défense de zone et beaucoup d'actions de cut où ils ont réussi à obtenir des tirs au cercle. Je crois qu'ils sont très efficaces au cercle sur le match. Donc, c'est vraiment une bonne approche avec beaucoup d'écrans sur le porteur de balle pour un petit peu contracter la zone sur un côté du terrain ou sur une zone du terrain pour ensuite punir sur une passe sur un côté qui déclenche un cut, qui en déclenche un autre et du coup, ça obtient un tir au cercle. Et sinon, beaucoup de short roll avec Chris Dunn qui est un magnifique joueur de short roll. C'est trop bien. En vrai, Chris Dunn en poseur d'écran, c'est... Encore heureux, c'est un meneur de métier, t'es gentil. Bah oui, mais faut encore être capable de le faire et vouloir bien le faire. Et franchement, sur short roll, il ouvre tellement de choses du côté des Clippers, c'est hyper bénéfique. Et ce 5 là, Dunn, Harden, Kawhi, Powell et Zubac, il est hyper intéressant. Ah bah là, c'est une des actions où ils attaquent la zone justement avec des enseignements de cut après un écran sur le ballon. Donc, effectivement, pour le décrire, il y a un peu cet aspect de créer un surnombre. On l'a vu, quand est-ce qu'on l'a vu? C'était le match contre c'est le Cleveland OKC, là, où en fin de match, la zone a failli leur coûter le match à Cleveland. Parce que OKC avait trouvé la solution de Cleveland faisait une zone 2-3, donc 2 en haut, 3 en bas, comme Miami actuellement, là. Donc en fait, OKC avait juste fait un surnombre en haut. C'est-à-dire, t'en mets 3 en haut, 3 attaquants contre les 2 défenseurs. Et de par un pick and roll, renversement de jeu, extra passe, et voilà, tu crées le surnombre. Une fois que c'est fait, la zone est cassée, quoi. Et donc là, c'est exactement ce qu'on voit aussi sur ce que tu nous décris, et ce qu'on voit aussi à l'image, pour ceux qui ont l'image. Mais c'est ce côté, créer des petits surnombres dans les espaces de la zone pour essayer de la faire casser à un endroit ou à un autre, quoi. Mais après, je le dis un peu en rigolant, mais c'est quand même vrai, hein, pour le coup. Le fait que c'est quand même un bon joueur de short roll parce que de base c'est un meneur de formation. Alors au-delà de la blague, il y a quand même ce truc de c'est aussi une bonne utilisation de ses qualités, hein, finalement, parce que c'est vrai que c'est un mec qui lui moi j'étais très fan. Je pense que j'étais plus haut que la moyenne au niveau de son passing, je m'en souviens à l'époque de la draft. Mais lui, ce qui a manqué, c'est pas tant le passing, quoi. C'est le scoring. On en parlait avec Wemby. Et lui, il a jamais eu le scoring pour avoir ce type de menace et pour que les défenses viennent sur lui. Et donc, ça crée des opportunités de passe. Mais c'est aussi pour ça que les pick and roll inversés ont autant de succès actuellement en NBA. C'est que ça permet d'utiliser en poseur d'écran des petits. Et les petits, qu'est-ce qu'ils ont? En général, ils ont un bagage de passeurs beaucoup plus développé et des habitudes de passeurs, et notamment en mouvement, plus que les gros qui ont passé leur vie à poser des écrans et sans faire de passe. Donc ouais, tu vois, c'est assez significatif, je trouve, qu'un Chris Dunn qui a loupé, entre guillemets, la carrière de porteur de balle classique puisse un peu se réinventer dans ce rôle-là, quoi. Ouais, et d'un autre côté, tu vois, s'ils sont pas énormes non plus à être autant utilisés là-dessus, donc ça veut dire qu'il faut être capable d'accepter le rôle, de vivre un petit peu dans ce truc-là. Donc il est intéressant. Même tous les joueurs des Clippers, surtout dans le 5 de départ, je les trouve intéressants parce qu'ils arrivent à exister sur peu de moments où ils portent la balle. En fait, James Harden capture énormément le ballon et est un peu omnipotent. Il porte beaucoup la balle. Mais d'un autre côté, ces joueurs-là, à côté, Powell, Dunn, Zubac, sur les secondes où ils ont le ballon, il se passe quelque chose en fait. Et quand ils n'ont pas le ballon aussi, il y a énormément de coupes, il y a énormément de pauses d'écran. Et je sais pas, je trouve que la manière dont ils découlent leur jeu est assez intéressant et même assez varié dans les positions où ils posent les écrans. Par exemple,
c'est pas un énorme spacing, cette équipe-là. Et ils sont d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont autant insisté sur la zone du côté du 8. Mais Ouais. du coup, un peu le contre-move, c'est de jouer un peu encore plus à l'ancienne et faire des pick and roll où l'écran, il est pas posé au niveau de la ligne de 3 points, mais il est posé au niveau de la tête de raquette. Enfin, de la ligne de lancer franc. Et t'as des espèces de zoom action un peu contractés autour de James Harden et Zubac qui jouent dans cette toute petite zone du terrain. Mais parce que Harden est capable de trouver des zones de passe assez dingues, et ça contrecarrait un peu les plans qui sont de punir le manque de spacing en jouant dans des espaces encore plus petits. Et même ça, c'est assez bien joué de la part Tyronn Lue, en fait. Donc bon, plutôt fun à regarder. Et avec des petits passages aussi en 5-out où du coup c'est Batum, Kofi, qui a d'autres sur le banc aussi, Kevin Spéculos, Porter non? Jr. du coup, et il y a Mo Bamba qui joue pas mal aussi de temps T'as en pas aimé ma temps. blague, Azad? Je l'ai mal entendu, je suis navré. Non, non, bref. J'aime C'était bien le quoi la duo, moi, blague j'aime bien le duo de Kofi avec Spéculos, mais bref. avec Speculos? Non, mais Comment il s'appellerait Speculos si c'était un joueur? Ce serait quoi son prénom? Genre Moritz Speculos? ouais. Ça aurait été Ou plus simple juste de dire Mo? sucre, du coup, peut-être. Sucre, peut-être. Euh, Je m'emballe. Mais oui, très intéressant l'attaque des Clippers face à la zone, malgré tout. et bon, on peut le dire, un match défensif, hein, tout de même. Ah bah Bien oui, hein, sûr. là, fallait pas s'attendre. Je crois que c'est deux des quatre équipes qui ont le plus maintenu leurs adversaires sous les 100 points cette Ouais. saison depuis le début d'année. Alors, Donc, le score, c'est 109-98. Voilà, pour vous dire. C'est un moi, je sais score. choisir mes matchs. Hein. Alors, Attention. je dirais quand même pas année 2000, mais c'est un score début 2010 tout de même. Voilà, on va dire jusqu'en 2014-15, Hmm. ça choque pas. Mais non, mais alors blague à part, c'est aussi comme ça que je pense que ces Clippers-là peuvent gagner des matchs, quoi. Ouais. C'est pas tant Et sur gagner un l'aspect de titre. gagner un titre, ça on verra. Mais il y a des questions d'ailleurs pour ça. Je vois que ça analyse fort ici, nous dit-on, effectivement, avec nos spéculos. Mais non, mais c'est un peu leur configuration, c'est-à-dire que c'est une top défense, il y a des Ouais. limitations offensives, il y a un James Harden qui fait juste assez pour que l'équipe soit compétente et viable, donc c'est cool. Mais effectivement, je m'attends pas à ce qu'on ait, enfin, à ce que cette équipe puisse gagner des matchs genre sur des duels offensifs ou des trucs comme ça, quoi. Et donc là, tu tombes contre une équipe de Miami en plus sans Butler, avec un Montel Herrero, mais sans Butler, bah ouais, tu blindes, tu fais de la zone et tout, et grosso modo, le but est de marquer juste un peu assez de points et de limiter beaucoup l'adversaire avec tous tes profils défensifs, quoi. Et c'est vrai que pour l'instant ça marche pas mal, quoi, cette saison. Sans doute un peu plus que ce qu'on aurait pensé. D'ailleurs, ils en sont où en termes de... Ils sont au 6e, je pense. Ils sont sixième, ouais. Donc tu vois, ils se dirigent vers des playoffs, hein, sans doute, hein. Bon, ça va faire un premier tour et je pense pas beaucoup plus, mais c'est sympathique, quoi, déjà. Ah! Mais, Non? mais je sais pas, moi, je pense qu'avec des scores en isolation et une grosse faculté à pouvoir s'adapter à la match-up défensivement, t'as de quoi emmerder pas mal d'équipes. Je Alors, trouve qu'ils Nikola sont. Jovic qui était en forme 1 sur 10, effectivement, tu nous as dit qu'il s'était totalement planté. Ouais, mais J'ai je dit suppose, qu'ils. hein, tout de même responsabilisé par la main, non? Oui, c'est ça. Après, alors, tu vois, pour le coup, dans ma tête, il fait un bon match. Parce que D'accord. j'ai pas regardé le box score en vrai. Donc, je me suis pas rendu compte qu'il s'était troué à ce point-là au shooting. Mais, en tant que porteur de balle, je l'ai trouvé hyper intéressant. Et d'ailleurs, eux aussi ont un peu joué sur des actions en short roll avec Duncan Robinson ou Jacques Junior en poseur d'écran Ouais. sur des actions en empty side et super diversifié en termes d'attaque aussi avec le nombre de porteurs de balles et de poseurs d'écran qu'ils ont capables de faire des choses hyper différentes Ouais. en termes de passing et de même de dribble et de drive. Enfin là tu vois t'as une action où les poseurs de balles où les porteurs de balles sont Hero et Jovic et les poseurs d'écran c'est du coup Hero et Duncan Robinson. Du coup ça diversifie énormément les choses qui peuvent se passer. Et j'ai trouvé Ouais. qu'il s'était trouvé pas mal de tirs ouverts qui sont pas rentrés, et notamment autour de ces drive and kick et des écrans qui s'enchaînent. Et Duncan Robinson a aussi distribué de belles passes. Jovic, il trouve des joueurs sur... Ah bah tu vois, elle est incroyable celle-là en vrai. Enfin, je sais, du coup, moi je pense que j'ai peut-être un temps de retard, mais cette action de Jovic où il y a une Ouais. passe à une main magnifique qui va dans le corner, il y a Jacques qui se décale et Jovic qui arrive à se repositionner dans le corner pour obtenir un tir ouvert à 3 points après un drive and kick. En fait, Enfin, il change de main en l'air. Oui, Il c'est part ouf. côté gauche Ouais. du panier, il saute en l'air et finalement il switch avec la main droite pour aller trouver le corner côté droit en l'air autour de Zubac. Hop, pardon, plein écran.
Et ouais, c'est très beau. Mais moi, j'aime bien. Alors, j'ai pas vu ce match-là, mais c'est vrai que j'aime bien cette équipe de Miami, là, en ce moment, Ouais. avec tout ce qui est Taylor Hero, Raquez et Juvic, parce que c'est des profils. Alors, c'est pas génial, c'est pas contender, etc. Mais c'est quand même assez polyvalent, c'est des rôles un peu différents. Et tu vois, moi, Jaquez, alors je sais pas sur ce match-là, mais j'aime bien qu'il soit utilisé un peu des pick and roll dans le périmètre, des post-up aussi, comme tu dis, sur des mismatchs. Il y a un jeu de cut, il y a le grand Jovic qui peut jouer des pick and roll, qui peut jouer passeur sur des post-up, tu sais, les fameux splits, les post-up splits ou des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs très bien. Et il y a aussi Terry Rozier, pour le coup. Oh, oui, il nous fait chier, lui. Hein. Vraiment, je pense qu'il nous ruine toutes les équipes NBA où il passe. Hein. Ouais. Je pense à quelqu'un d'autre, mais alors, du coup, oui. Tu penses à qui ruine toutes les équipes où il passe? Non, c'est une blague, je me fais un trépas. On a mis une question sur Kawhi Leonard, alors à quoi il ressemble? Je crois que c'est Garincha qui nous ça. Ce pépère. Ça se branle un peu. Enfin, désolé. Ça. C'est tranquille. Voilà. Je sais qu'il n'y a pas de montage là, on est en direct. Oui, c'est pour ça que je me suis arrêté. Mais non, ouais, ça respire pas énormément l'énergie. Je pense qu'il a pas dû faire un drive depuis qu'il a repris. Mais par contre, c'est défensivement que je le trouve un peu plus investi. En gros, offensivement, c'est du catch and finish, 2-3 pull-up à mi-distance, mais vraiment, ça va pas chercher beaucoup plus loin. Par contre, défensivement, il est pas mal présent, du coup, soit sur les stunts, soit sur les aides au niveau du nail, soit pas mal aussi en off-ball pour deny un peu par exemple, Porter, il voulait éviter le plus possible qu'il ait le ballon. Il a un petit peu travaillé là-dessus, justement, en défense individuelle pour essayer d'empêcher les passes avec ses longs bras. Et c'est plutôt bien démerdé aussi sur les porteurs de balles. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé plutôt genre correct défensivement, mais offensivement, ouais, ça chill encore. Et Norman Powell qui c'est empêché, encore... hein, je le dis pour les auditeurs. Oui. Deny, c'est D-E-N-Y, c'est pour dire empêcher, voilà. Exactement. Et ouais, comment il s'appelle, notre petit Norman Powell qui fait encore un match de All-Star. Hein. Et Zubac aussi. Il n'y avait pas un over-under Zubac dans notre podcast de début de saison? Je crois, peut-être, ouais, je crois. Au niveau des pick and roll, Lardan et Zubac. Peut-être un truc comme ça, ouais. Ben, je pense encore un gros match, ouais. Encore un gros match de Zubac. Je crois que celui qui a fait les frais du retour de Kawhi Leonard, pour l'instant, c'est Terrence Mann qui n'a pas joué. Et j'ai vu qu'on a posé la question à Tyronn Lue. Il a dit j'ai voulu tester les trucs. Voilà. Okay. Alors qu'il fait jouer, ouais, tu vois, Derrick Jones Jr., c'est. Pas Derrick Jones Jr., Kevin Porter Jr., c'est Kevin Porter Jr., ouais. Ouais. Mieux, c'est compliqué. Hein. Vraiment, offensivement, c'est abominable. Défensivement, c'est pas trop mal, mais offensivement, c'est abominable. Mais quand tu vois l'armada de joueurs défensifs qu'ils ont et de connecteurs, c'est abusé, quoi. Ouais. C'est ouf. Les nombres de mecs que tu pourrais foutre ailleurs qui serviraient. J'ai dit quoi? Que tu pourrais mettre ailleurs. Oui, je sais pas. Ah, j'ai dit, ah oui, ok, oui, d'accord, ouais, je sais, je m'emballe, là, il est passé 22h30. Ouais. Et non, franchement, moi, c'est une équipe que j'aime énormément regarder. Et je trouve que le coaching autour de Darden et Kawhi va être super intéressant offensivement. Avec Woody Smith aussi, super défenseur connecteur. Hein. Je voulais aussi voir parce qu'apparemment il fait une bonne saison au shoot. Je sais pas s'il reste encore des fans dans le chat là de Miami. Il est encore à 42% à 3 points. Bon, sur un petit volume, hein, mais. Mais c'est vrai que dans ma tête, c'était un non-shooter, tu vois. Et j'aurais pas pensé que ça faisait 2 saisons qu'il était à ce niveau-là. 2 saisons, 300 tentatives. Alors, c'est quand même pas fou. Hein. Ouais, c'est pas bon, après, voilà, 40% sur 300 tentatives, c'est pas rien, 300 tentatives, mais déjà, c'est pas assez. Et puis, en fait, c'est aussi beaucoup. 40%, c'est 300 tentatives, sans doute beaucoup de tirs grand ouverts. Donc, il est efficace aussi parce que parfois on le laisse grand ouvert pour punir. Alors, tant mieux s'il l'aimait. Mais voilà, c'est pas à comparer avec, je sais pas moi, avec la qualité de tir et donc la probabilité attendue des tirs de Stephen Curry, par exemple. Voilà. Donc, c'est un Caleb Martin, quoi. Genre, il les marque parce qu'il est totalement laissé ouvert. Quoi que Caleb Martin, en vrai, si lui, il a un tir, vu sa défense, sa longueur de bras, etc., c'est quand même assez cool, quoi. Moi, j'aime bien Ice Smith. Moi, j'aime beaucoup. Bah, de toute façon, les joueurs de Miami, c'est un peu comme les joueurs des Clippers. Moi, c'est pour ça que j'ai regardé le match. Hein. Tu regardes les role-players un peu. Enfin, pas les role-players, mais
les joueurs qui sont pas genre All-NBA ou All-Star de ces équipes-là, c'est que des profils hyper cool avec des caractéristiques je sais pas, bien tranchées, un peu des skill sets un peu originales. Enfin, c'est cool, quoi. C'était un beau match. Je le conseille, même si ça fait pas rêver le score. Au moins, se faire les highlights pour regarder un petit peu comment ils ont construit leur attaque ou leur défense, ça peut être intéressant. Très bien. Ah, super. Qu'est-ce qui me fait? J'avais découpé le match Boston Pelicans, mais les clips sont plus disponibles. Je vais essayer de régler ça. Donc ouais, passons le match d'hier. Je voulais le traiter hier, mais on a déjà 2 heures d'émission. Mais tant mieux, tu es là. Je crois que tu as vu le match aussi. Pelicans contre tes Boston Celtics, chéri, adoré. Qu'est-ce que t'en as pensé? Et après, on pourra développer. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Enfin, non, mais je te lance. Carte blanche, dis-nous ce que tu veux. Alors, moi j'ai bien aimé. Enfin, pour moi, c'est un match qui tourne beaucoup autour de Zion Williamson, n'empêche. Euh, c'est dire à quel point ça serait bien qu'il joue plus parce que il change totalement la physionomie d'un match quand il est sur le terrain des deux côtés. Il y a un truc que j'ai trouvé intéressant du côté de Boston, c'est comment ils ont utilisé un petit peu le fait de le faire défendre sur un joueur dans un corner, souvent sur le côté faible, pour le forcer à être laid au cercle. Et il s'est fait un peu punir là-dessus pour le coup. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez malin de Boston de quadriller le terrain pour faire en sorte que l'aide au cercle vienne plutôt du côté de Zion et que ce soit lui qui se retrouve au cercle. Ouais. Et les fois où c'est arrivé, Boston a obtenu soit des lancers francs, soit des tirs des tirs au cercle par des joueurs qui étaient plus grands que lui, ou en tout cas qui arrivaient de manière dynamique. Donc ça, c'était, tu vois, dans l'attaque de la géométrie du terrain, je trouvais ça intéressant de voir où est-ce que Boston plaçait le joueur qui était défendu par Zion pour faire en sorte que ce soit Zion qui vienne en aide. Mais d'un autre côté, Zion a fait un bon match dans les lectures défensives et enfin, tu vois, en termes de playmaking défensif, il doit y avoir 4 interceptions, quelque chose comme ça. Et en fait, il est hyper dynamique cette saison. Et je trouve que c'est bluffant d'avoir un mec qui revient de blessure et qui a l'air autant en forme. Parce que tu compares les cannes qu'il a et le dynamisme qu'il a comparé à Kawhi Leonard qui revient de blessure, c'est rien à voir, quoi. Et pourtant, ils sont revenus à peu près en même temps. Bon, apparemment, Zion n'avait pas les jambes pour arriver à l'heure à l'avion, malheureusement, parce que du coup, il a été suspendu un match parce qu'il a loupé l'avion ou qu'il arrive en retard. Mais à part ça, moi, je l'ai trouvé hyper dynamique, surtout en défense, où du coup, il a obtenu un petit peu ses interceptions sur ses bonnes lectures. Et de l'autre côté, en attaque, Boston, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé, du coup, de défendre le plus bas possible et de la manière la plus contractée possible autour de lui quand il avait le ballon dans les mains. Et ce que New Orleans a fait, c'est soit faire ces actions qui sont bien connues, donc entre guillemets, faire un ghost screen sur Zion Williamson qui porte le ballon et le joueur qui court sur le ghost screen obtient ensuite un flare screen pour être seul à 3 points et ça crée un peu de confusion dans la défense. Ou alors Boston défendait avec Al Horford sur Zion Williamson et du coup du côté des Pels, il venait poser des écrans assez bas pour qu'il puisse ensuite attaquer Luke Cornet. Ah bah c'est cool, on a l'exemple en même temps sous les yeux, j'avais pas fait gaffe. Du coup, voilà un petit peu comment ils ont essayé d'utiliser Zion Williamson du côté des Pels. Mais Boston a quand même, je trouve, plutôt bien défendu sa blanquette en vraiment essayant d'annihiler le plus possible les petits espaces dans la raquette. Et il manque clairement de spacing du côté des Pelicans, malgré un très bon match de notre ami Trey Murphy. Oui, oui, effectivement, mais bon, je galère un peu, je pourrais pas montrer mes extraits vidéo, c'est pas très grave. Enfin, C'est un peu lesquels pénible. que t'avais notés? Du coup, je peux pas trop te dire, c'est dans le logiciel. Enfin, si, j'ai un peu en tête, Oh, tu mais les as de tête. ouais, C'était ouais. pas Non, mais si après, longtemps. tu vois, sur Zion, c'était aussi un de mes points, c'est que j'ai pas trop aimé l'utilisation, moi. Je trouve elle a été assez tardive Stéréotypé. et pas tant que ça, finalement. Ah ouais. Je m'y serais attendu à beaucoup plus d'utilisation de Zion. Mais Et bon, oui. sans même parler de la fin de match où c'est le Dejounte Murray chaud Putain, et il c'est pas casse. normal.
Mais non, franchement, j'étais un peu déçu parce que clairement, c'est un aspect où moi, je lui aurais quand même donné beaucoup plus d'usage pour le coup. Et donc, c'est un peu dommage. Et de l'autre côté, un des points qui était un peu un point principal de ce match-là pour moi, c'est que justement, le pick and roll Tatum Porzingis et le pick and roll Tatum en fait a été le point principal de l'attaque de Boston et à un niveau où on n'a pas l'habitude de voir autant de ce genre de pick and roll. Alors là, on le voit, je peux le montrer à l'écran, sinon là c'est pas ça, mais bref. Donc tout en haut, pick and roll plein centre, tout en haut Tatum avec Porzingis. Et en fait, il y a une raison très simple à ça, c'est que déjà, exactement, ça jouait en drop, mais parce qu'en plus, il y avait Porzingis, quoi. Et voilà, on en parle souvent, l'attaque de Boston, qui est pas si complexe que ça, mais qui fait des jeux à deux sur le terrain, sur un quart de terrain, qui fait des empty action, qui fait des zoom action, donc un écran, un dribble and off qui remonte, enfin voilà, il y a 2-3 trucs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas souvent, et je crois qu'on avait parlé, le match contre OKC, tu sais, on avait dit, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu plus de, entre guillemets, Tatum héliocentrique, et Tatum qui insiste, possession après possession après possession. Et là, j'ai trouvé qu'on a ça sur ce match-là, quoi, beaucoup plus que d'habitude, du pick and roll, Tatum classique, avec le pivot, donc Porzingis. Et l'avantage, ça a été que il y a la menace de pick and pop de Porzingis qui a causé beaucoup de soucis. Alors, pas que, d'ailleurs, il y a aussi, je crois que la première possession du match, il le refait plusieurs fois, c'est Porzingis qui se met sur l'aile. Et donc forcément, c'est le fameux, tu mets le pivot adverse, du coup, défend sur l'aile, et donc il peut pas défendre autour du panier. Bref. Mais non, mais après, le pick and pop était un peu l'arme magique parce que t'avais ce truc on commence le match en drop, donc Yves Missy qui est en match-up direct sur Porzingis, et donc il va faire un drop, il va rester très bas par rapport au niveau de l'écran, et donc le fait que lui reste très bas, le contre-move parfait, c'est le pick and pop qui reste très haut, quoi. Donc il y a cette distance, et ce qui fait qu'on a aussi l'ajustement au bout de 3-4 possessions, les Pelicans qui disent, bon, on va faire un late switch, c'est-à-dire on va se mettre à switcher le pick and roll, on laisse venir et puis on switch, parce que le petit qui traverse l'écran, au bout d'un moment, tu restes avec l'écran, tu restes avec Porzingis, et voilà. Et sauf que ça a aussi d'autres conséquences dans le jeu que sont, ensuite Tatum peut attaquer en 1 contre 1 du Yves Missy, ou d'autres trucs comme ça. Il s'est bien débrouillé, Yves Missy, moi j'ai trouvé en 1 contre 1. Tu vois, je trouvais que le drop c'était moins efficace que le switch, parce que putain, parce que Yves Missy il bouge hyper bien, et il est resté, je trouve, bien devant Tatum, il l'a bien gêné, alors que tu vois sur le drop, t'as noté le pick and roll, mais tu vois sur du Spain pick and roll, ils se sont fait avoir aussi pas mal du coup avec Yves Missy qui restait bloqué avec l'écran qui était posé dans son dos. Ou alors quand Boston venait un peu poser des écrans off-ball avec Porzingis pour forcer un petit peu Yves Missy à devoir prendre une décision un peu tardive et sur un joueur qui était en mouvement sans ballon. Donc j'ai trouvé qu'il l'avait un peu plus puni là-dessus, alors que sur le switch, ils avaient moins d'espace. Là, tu as un super exemple où le pick and pop est moins redoutable parce que mieux contesté. Mais c'est aussi l'intérêt, c'est qu'on ait un Yves Missy qui a cette mobilité pour faire des switches. Et donc c'est bien parce qu'il peut le faire. Il est trop cool. Ouais, il est très très cool. D'ailleurs, il fait un contre en deuxième rideau là sur, je crois que c'est Jalen Brown, non sur le match qui est impressionnant. Mais oui, donc ça a fini par switcher. Ensuite, ça a rebasculé sur du drop un peu plus classique. Bon voilà, on a un peu alterné, mais pour le coup, je voulais insister aussi parce que cet aspect de Tatum qui insiste à ce point avec beaucoup de pick and roll, beaucoup de répétitions comme on dit, plus que d'habitude sur le pick and roll classique porteur de balle et le pivot. C'était assez cool, on le voit pas tant que ça. Donc c'est aussi l'arme secrète du pick and pop, pourquoi c'est aussi intéressant. Et tu vois, même sur les séquences de switch, d'ailleurs on le voit un peu à l'écran, t'as le petit Jordan Hawkins, je crois que c'est ça, qui va switcher sur le pick and pop. Donc comme ça t'as pas la menace de pick and pop, mais voilà, on voit bien que Porzingis peut totalement lui shooter par-dessus. Donc il y a aussi post-up. Tu vois, il pourrait générer autre chose de là, mais c'est vrai que ça crée un autre mismatch. Le mismatch n'est pas forcément celui qu'on pense avec Missy et Tatum, il peut être ailleurs au final. Oui. Et puis l'autre manière d'attaquer de Boston sur ce match, ça a été les pick and roll entre petits. Donc les périodes Tatum, ça a beaucoup été Tatum Porzingis, on a beaucoup insisté là-dessus. Et quand Tatum est allé sur le banc, qui est-ce qui a eu droit au pick and roll entre petits pour aller cibler des Jordan Hawkins, pour aller cibler des mecs comme ça? C'était Jalen Brown. Et qui a fait des super passes. Et qui a fait des passes assez incroyables pour le coup, c'est vrai. Et bon, alors là, on voit à l'exemple un pick and roll Jalen Brown avec Porzingis, donc ça, le classique pick and pop, ok. Mais il y a vraiment l'aspect il y avait Brandon Boston qui a joué des minutes un peu en première mi-temps. On avait Jordan Hawkins aussi, on avait, alors je sais plus qui, Alvarado aussi. Et donc en fait, Boston a alterné avec les pick and roll classiques Tatum Porzingis et sinon, les pick and roll entre petits.
Et là-dedans, on a vu des séquences de passing de Brown qu'on lui connaissait pas, quoi. Donc, Ah ouais, voilà, c'est une folie. Hein. Ouais. Moi, j'étais un peu sur le cul quand je me suis réveillé le matin. J'ai vu, il y a ce alley-oop même tu vois, qui est moins impressionnant que les deux autres, mais qui reste une belle lecture. Et Ouais. alors voilà, celui-là sur la contre-attaque là, où il passe par-dessus, il a la patience, la bonne lecture. Enfin, voilà, elle part vite en plus. Non, Il attaque un c'est close-out, il fixe la défense, la no-look passe juste sous le panier pour un Luke Cornett pour un dunk, ouais. Ah ouais. C'est ouais, assez appréciable. Bon, tant pis, j'arrive pas à me dépatouiller avec mon logiciel, c'est pas grave. Non, l'autre aspect que j'avais noté, j'essaie de regarder mes notes, mais ouais. non, c'est Joe Mazzulla, le roamer fou. Je sais pas ce qui se passe là, mais Joe Mazzulla en ce moment, il essaie de tricher avec les match-ups. Porzingis qui est placé, qui a été beaucoup placé sur mince, comment il s'appelle? Sur Javonte Smart. Ouais. Non, Javonte Green, pardon. Javonte Javonte Smart, Green. c'est encore autre chose. C'est ça, non? Ouais, ouais, Javonte Green, c'est un ancien de Boston d'ailleurs. Bah oui, oui, bien sûr. Et Javonte Green, d'ailleurs, qui est rentré, qui a eu des minutes pour être un peu le chien de garde là sur des Tatum et des Brown. Bon, ça n'a pas toujours marché, mais Ouais, voilà, bon, il ouais. était sur le terrain pour la défense on-ball des ailiers, grosso modo. On a mis Porzingis dessus pour essayer de l'abandonner. Alors Ford, c'est pareil. Alors c'est dommage que j'ai pas les images. Enfin, je peux essayer de les trouver, mais alors Ford a été mis sur Trey Murphy aussi en deuxième Ouais, mi-temps. très Et tu mauvaise t'es idée. dit, Hein. Alors là, et vraiment, voilà. c'était vraiment pas du tout l'idée du siècle. Il s'est fait, comment on pourrait dire d'une manière polie, Battre. il s'est fait battre, il s'est fait monter dessus par Trey Murphy, qui a fait un match, mais d'une douceur. Oh ah bah, tu l'as trouvé le clip direct. Pff, oh Il y a là le là, drive, ah ouais. ouais. Aïe, Comme, aïe, aïe. comme Trey Murphy, les Pelicans voient qu'on essaie de cacher à Ford sur Trey Murphy. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pour ça que je parle de Romer Fou. Hein. Plutôt, voilà. Forcément, il se fait battre sur un drive. Il y a une fois où il y a un pull-up à 3 points, je crois, qui lui met sur la tête step back à 3 points. Voilà, c'est ici. Il y a une autre fois où tu as des systèmes. Il y a un système qui est joué 2 fois d'affilée aussi. Un espèce de Spain pick and roll. Donc, un pick and roll avec un écran ensuite dans le dos. Voilà, je vais essayer de le mettre à l'écran. Mais donc, on a un pick and roll déjà de Temeré avec un poseur d'écran et on a un shooter qui ressort de l'autre côté, qui fait une espèce de course croisée. Bon, bref. Et donc, on a pu avoir un Trey Murphy qui a eu ce système 2 fois d'affilée et qui a pu Mhm. attaquer. Mais on a ça, on a aussi Cornette qui en première mi-temps, lui, il a été placé en roamer, donc il a été mis en match-up sur Brandon Boston Jr. aussi. Ouais. Comme ça, il pouvait rôder autour du panier. Les matchs d'avant, on avait eu aussi du Luke Cornette qui est placé sur Wiggins. Ça s'est pas bien passé non plus. Sur Allerford, sur je sais plus qui. Du Porzingis sur je sais plus qui non plus. Enfin Il y bref. avait Cornet sur McConnell, moi, ça m'avait fait mourir de rire, ça. En plein Ah oui. milieu du terrain, en plus. Genre, vraiment, c'était terrible. L'action, ça ressemblait un peu au tout début où Brad Stevens, il avait fait ça contre Ben Simmons en playoff en 2018 Ouais. et où t'as cette action c'était une des premières fois, je pense, qu'on voyait vraiment à quel point un porteur de balle pouvait être ignoré à 3 points. Et ça fait un peu flashback de ça. Mais oui, parfois, Mazzulla, il tire un peu, il force un peu là-dessus. Mais bon, Mais c'est le là, jeu. clairement, sur ce match-là, pour moi, c'était. Il faut qu'à tout instant. Enfin, on peut pas avoir un pivot qui est sur un pivot. Ça faisait un peu Oui, ça. non, non, c'était ça, ouais. C'était un J'exagère moment. un peu, mais c'est quand même son idée générale de multiplier cet aspect de. Il faut qu'on ait un pivot qui soit sur un petit pour venir aider au panier. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais Porzingis qui a été placé sur Javonte Green. Donc, mais c'est qui Javonte Smart? Ça me dit un truc. C'est qui Ça doit c'est être un joueur de quelqu'un. NFL, non? Je sais pas, Javonte ça sonne. Smart, je sais pas. Bon, bref, Javonte Smart, Porzingis en termes de protection de panier. Alors, il fait joueur de 3 contre, basket ok. américain. Mais Porzingis, ça fait un top match en protection de panier. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais alors que ce soit sur du drop un peu classique quand il est sur Missy, ou que ce soit justement dans des situations de roamer où il peut abandonner un mec dans le périmètre et venir aider au panier, je trouve qu'on a eu un très très bon match de la part de Porzingis en protection de panier, quoi. Et ça fait plaisir de voir que malgré la blessure, il revient bien et qu'il peut affecter le panier comme on le connaît, quoi. Là, si tu as le temps de chercher oh là là, si tu le temps de trouver les stats de différence infligée au cercle sur le début de saison, là, depuis qu'il est arrivé, je crois que c'est une folie. Hein. C'est vraiment très très haut en termes d'influence. En termes de Javonte Smart, c'est un joueur NBA qui a joué 18 matchs. Donc, soit, absolument, c'est absolument malade que tu t'en rappelles, mais en plus, c'est récent, donc c'est pas impossible hein, que ce soit un joueur qui t'ait marqué. Mais c'est un joueur qui a joué à Milwaukee, à Miami, à Philadelphie pour 18 matchs. Donc, Mais bien quelle joué. fac? Ah, LSU, je crois. Ok, LSU. non, ça me dit rien. 3 fois Monsieur Euh, Louisiana State, Louisiana Mister Basketball, on nous dit.
dans le chat. Qu'est-ce que tu voulais dire du coup, les stats de Porzingis, c'est ça? Ouais, si tu tapes, si tu regardes dans les dashboards des tirs contestés à moins de 6 pieds, je crois que l'influence qu'il a, en tout cas la perte d'efficacité infligée, elle est vraiment impressionnante sur ce début de saison. Et comme d'habitude, ils le maintiennent le plus possible, ouais, proche du cercle. Cette année, il a vraiment pas défendu sur un pivot. L'année dernière, il y avait un peu. Par contre, je suis pas sûr qu'il ait joué 20 matchs. Donc peut-être fait juste en termes de tirs défendus par match, parce que je pense qu'il doit être à peu près 10. Mais ouais, cette année, ils le font plus du tout défendre Ah oui, sur des d'accord. pivots. Ok. Oui, voilà, c'est ça. On va dire petit échantillon, mais pour l'instant, il est à moins 21%. Sachant que d'habitude, bon, ça va se normaliser, hein, mais Oui. d'habitude, les mecs sont autour des moins 12, moins 13, quoi, les meilleurs de NBA. D'ailleurs, Cornet, Porzingis moins était par là. 13. Ouais, Cornet, Cornet. vraie saison. Ouais. Ouais. J'étais pas convaincu, mais effectivement. Voilà, vous voyez, d'habitude, on a les habituels, hein, Jaren Jackson qui est à moins 16, Wembanyama à moins 13. Voilà, le niveau de la perte d'efficacité infligée au panier. Pardon si on l'avait pas correctement explicité. Oui, je suis pas très bon à exprimer les statistiques à l'oral comme ça. Mais Tiens, d'ailleurs, dis-moi. David... Non, j'ai bifurqué sur autre chose, mais puisqu'on a parlé de Chris Dunn, qui était le copain de Chris Dunn à la fac. Il est passé par Boston en plus. Je crois qu'il se fait drafter 2e tour et il passe par Boston. Il jouait. J'aimais bien, moi. J'aimais bien. Ok. Alors en plus, il y a Vincert dans le chat qui nous dit le Luc Cornet Dipoy. Vincert, fan de Boston, je compte sur toi. Qui était le pote de Chris Dunn qui a fini à Boston? Waouh, c'était quelle fac? Providence, je crois. Oh là là. Providence, aucune idée. Ouais. Pas Malcolm Brogdon. Hein, Non, mais c'est un peu dur. Je crois que c'est un peu trop dur. J'attends de voir dans le chat, mais non, je crois que. Chris Babb? Non, pas mal, mais non. Non, c'était Ben Bentil. Ça vous parle ou pas? Pas du tout. Ben Bentil. J'aimais bien, moi. J'aimais bien. Ah non, drafté par Babb. Boston, mais il a joué que à Dallas, apparemment. Ah, ok. Parce que, Bref. par contre, Chris Babb, ouais, j'ai été assez étonné. Je regarde un peu de matchs de Pro A cette saison et il joue. Ah merde! Il joue contre une équipe. Attends, il joue pour qui déjà Chris Babb cette saison? Mais j'étais assez surpris. Il est énormément utilisé sur du pull-up à 3 points. Et il a joué contre le Mans ce week-end. C'est, je sais plus comment. Ah, Gravelines Dunkerque. Déjà, ça m'a fait marrer de genre regarder Gravelines Dunkerque et de tomber sur un ancien de Boston. Et c'est vrai que, ouais, gros tireur, gros joueur de pull-up quand même. Mais du coup, qui fait son petit trou en tout cas en France, j'ai l'impression. Mais au final, tu te rends compte, à force de regarder un peu en Europe et même en France, tu retrouves quand même énormément d'anciens joueurs NBA avec qui ça a pas complètement marché. Tout à l'heure, on a vu un mec dans le chat, je crois que c'est Thibaut, qui disait qu'il était allé voir Partizan Asvel au stade ce soir et qui était tombé sur Pokuševski qui était du garbage time pour le Partizan. On nous dit le match de JB, j'ai aucun souvenir à part 2 belles passes alors que c'était hier matin. Ouais, non, mais les passes c'était quand même le principal. Après, il y a aussi des actions de il va cibler des petits sur les pick and roll entre petits, il va au panier, il met son panier, voilà. Mais rien de spectaculaire, mais les passes ont été assez dingues. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, c'est pour ça que je mets un peu les images à l'écran, mais Tatum, donc cette répétition de pick and roll haut placé, les high pick and roll tout en haut du terrain plein centre avec Porzingis, ça a donné 38 points. Voilà, ça a quand même très très bien marché. Sans rentrer ses 3 points en plus. Sans rentrer ses 3 points. Donc je crois il est à 8 sur 11 au 13. Il est à 8 sur 11 au cercle. Et je crois qu'il y a 11 lancers francs provoqués. Donc c'est quand même pas mal. C'est un peu plus qu'on recherche. Et là, si tu regardes un peu la fréquence au cercle des derniers matchs de Boston, t'as l'impression que ça se tend de plus en plus vers le cercle. En tout cas, il y a la gravité de Boston vers le cercle est en train de venir petit à petit. Donc, à voir si c'est juste un hasard du destin ou s'il y a une vraie tendance à suivre un peu derrière ça. Mais voilà. Non, c'est un hasard du destin. C'est un hasard du destin, non? Tiens, alors je vous l'offre cadeau. Magnifique playcall de Mazzula. Parce que effectivement, Yves Missy était quand même pas mal du tout sur tout ce qui était switch et monter au niveau de l'écran. Alors oui,
il y a en première mi-temps, en fait, donc ça fait le drop, et donc ensuite, ça reste à 2, ça reste bas, donc pick and pop, ensuite on s'ajuste, on fait des switches, mais Porzingis peut quand même shooter par-dessus le petit qui a switché sur lui, ou alors Tatum peut aller attaquer, et il y a aussi des séquences avec Daniel Theis, où Theis reste un peu bas, pull-up à 3 points de Tatum, puisqu'il y a de l'espace. Ensuite, Theis, l'action d'après, monte un peu plus, donc Tatum, mais du coup, il va au panier, cette fois-ci. Enfin bref, plein de petits jeux comme ça, de jeux dans le jeu. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, les Pelicans, c'était pas mal du tout, hein, en termes de couverture, et notamment, on voit que là, on voit l'action, donc le même pick and roll, Tatum, Porzingis très haut sur le terrain. On va avoir un Yves Missi assez agressif, qui déjà monte haut, comme ça, il n'y a pas la poche du pull-up à 3 points, ok. Il va le récupérer, il va rester en switch, voilà, ou non, c'est Trey Murphy, pardon, qui le récupère, qui switche pas. Donc tout ceci est très bon. Ça finit par un pull-up très contesté de Tatum. Voilà, il y a 2-3 positions un peu comme ça qui donnent pas grand-chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? L'action d'après, temps mort, play call de Mazzulla. Vous allez voir quelle est l'action. C'est pas le classique pick and roll tout en haut où les Pelicans étaient de plus en plus agressifs, et ça marchait. Regardez, je laisse dérouler. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on le fait curler jusqu'au panier. Et comme ça, les Pelicans, est-ce qu'on switch ou pas? Enfin, c'est pas la même configuration. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un pick and roll dans le périmètre, en fait, on le fait curler. Il part depuis l'aile, il va curler, donc couper avec une trajectoire un peu courbée, on peut dire. Il va au panier, donc écran de Porzingis, mais cette fois vers le bas. Comme ça, il part de l'aile, hop, et il plonge en bas. Et donc là, c'est la même configuration, hein, c'est les mêmes joueurs impliqués, donc Yves Missi, Trey Murphy, Tatum et Porzingis. Mais sauf que t'as beau switcher, Tatum est quand même proche du panier, quoi. Donc ça en plus, il arrive facile, sans ballon, donc il gagne un peu en vitesse. Et ce qui est trop cool, c'est con là que t'es pas. C'était un des meilleurs play calls, je trouve, de Mazzulla. Après ce côté, il y a 2-3 possessions qui, t'as 2-3 possessions où le pick and roll ne marche plus. Il dit, ok, on inverse. Cette fois, on va le faire couper vers le bas, comme ça, même si tu switches, on est proche du panier. C'est des trucs qu'on remarque pas forcément tout le temps, mais les coachs NBA, à ce niveau quand même de précision et de détail qui est quand même fou, quoi. Ce qui est marrant, c'est que du coup, sur cette action-là que tu viens de montrer, l'action juste après, donc on sort de temps mort, donc ça, c'est la première action après le temps mort. Et la deuxième, du coup, celle qu'enchaîne après côté Pelicans. À ce moment-là, Porzingis défend sur le pivot, donc sur Yves Missi, et drop sur le pick and roll. Et ce que fait du coup les Pelicans, c'est une short action. Je pense que si tu vas dans les passes décisives de Yves Missi, c'est l'action qui est juste après celle que tu viens de montrer. Donc tu as un enchaînement du coup en sortie de temps mort où tu as 2 manières différentes d'attaquer le drop, et du coup c'est marrant, c'est Boston en fait une, et l'action juste après, c'est du coup cette action là où ils en profitent pour ils trouvent un autre moyen d'attaquer le drop, mais c'est sortie de temps mort, voici deux moyens d'attaquer le drop. Et surtout ça ça ressemble vraiment un peu à une short action, un peu littéralement à l'ancienne, c'était ça, hein. C'est-à-dire que nous on parle beaucoup de short action. Alors qu'est-ce que c'est short? C'est on a un pick and roll, et plutôt que le joueur A qui donne au joueur B, on va passer par un troisième, grosso modo, qui a un meilleur angle. Donc, par exemple, pick and roll plein centre, on a quelqu'un qui est sur l'aile, qui a un meilleur angle vers le rollman. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le short moderne, on va dire. À la base, il faut savoir que les pick and roll étaient joués, vous le savez, années 90, Stockton et tout, plus proche du panier. Donc, on appelait short parce qu'en fait, le mec était vraiment ligne de fond, quoi. Le troisième était vraiment ligne de fond. Donc on avait vraiment ce côté de short distance, quoi. Et c'est marrant parce que là on est un peu à l'ancienne. Tu vois, il est pas totalement loin à 3 points, où on a vraiment ce truc de c'est scripté là. C'est marrant, quoi. Là c'est vraiment scripté dans un petit espace, mais en fait la vitesse à laquelle il arrive chez Montégreen au moment où il récupère le ballon, ça suffit à passer à côté de la protection de cercle de Porzingis. Donc c'est bien joué, amener Porzingis. En fait, je trouve que d'être dans l'entre-deux, de pas remonter jusqu'à 3 points, ça permet d'attirer un peu plus franchement Porzingis, parce que du coup, si tu étais totalement à 3 points, Porzingis, il pourrait limite plus reculer parce que tu serais pas une menace, alors que là, d'être dans l'entre-deux, tu restes un peu sur le point de tension où Porzingis peut pas totalement, tu vois, le laisser parce qu'il reste assez proche du panier, et du coup, ça permet de l'amener assez haut pour pouvoir le punir sur la short action. Et les petites short action qui étaient marrantes à regarder un peu dans le passé, moi j'étais tombé sur celle à l'époque des Suns de Steve Nash, et où c'est clairement ça. T'as du coup Steve Nash et Stoudemire qui font un pick and roll, et en gros ce que fait la défense, c'est qu'ils bloquent entre guillemets la ligne de passe possible pour Steve Nash vers Stoudemire, et du coup Steve Nash envoie le ballon au dunker spot
pour C'est ça, ouais. Grant Hill et c'est du coup Grant Hill qui la transmet ensuite pour se ah bah ouais. C'est ça, exactement. Voilà, du coup c'est pas les mêmes joueurs mais ouais en gros c'est la même époque enfin c'est la même équipe que j'avais en Mais tête. tu vois, le troisième homme, celui qui va shorter, grosso Oui. modo, c'est vrai qu'on le retrouve actuellement beaucoup plus à 3 points. Et Ah donc, ouais. genre, tu as un pick and roll plein centre sur une aile, et c'est un point d'appui qui lui-même est à 3 points, pardon, ça donne un meilleur angle. Je crois que j'avais fait un décryptage d'une contre des Lakers il y a pas longtemps, enfin bref. Mais tu vois, à l'ancienne, là, je remets un peu le clip de base des Clippers. Blake Griffin et les lignes de fond, quoi. T'as un pick and Mm. roll Chris Paul et avec Glenn Davis. Blake Griffin et les lignes de fond, on passe par lui et c'est pour ça qu'on disait short le pick and roll en fait, parce que tu vois, il y a cette notion de faire court, quoi, de rétrécir le truc, le point d'appui qui est vraiment proche du panier. Donc voilà pour le petit point fun fact historico-tactique si ça vous intéresse. Ouais, Avec, j'aime trop en vrai. Mais c'est trop mais ouais, cool c'est de pour ça que voir comment c'est adapté au goût du jour aussi quoi. tu vois, les Warriors le faisaient aussi beaucoup là, même époque Curry-Draymond, il y avait déjà beaucoup ce short avec Draymond, ligne de fond aussi. Ça, c'est vrai que c'était les Warriors le faisaient aussi beaucoup. Alors je sais pas ce qu'il nous fait au niveau du montage, le mec de YouTube là, mais bref, il Ouais, fait un il est peu un peu, n'importe il est un quoi. peu forcé. Mais là, le truc où je trouve que maintenant on les retrouve peut-être un peu plus haut, et c'est parce que faut que ça se fait pas mal pour battre du blitz, et en fait C'est il ça, faut ouais. pouvoir atteindre le joueur qui est du coup le troisième larron entre guillemets qui permet de faire la short, et sur du blitz, c'est pas forcément possible d'atteindre bah du coup le Bah dunker oui, spot parce oui, que t'as oui. deux mecs devant toi. Du coup c'est pour ça que parfois on les retrouve un peu plus haut et un peu plus sur l'aile. Donc en fait, ça dépend aussi de quelle manière tu utilises la short action. Bah, parce qu'effectivement, la short action d'avant, c'était vraiment un point d'appui pour donner au Mm. rollman, mais avec un angle différent. Mais vous voyez que là, sur le pick and roll, par exemple, Patrick Patterson, il est bas, il va pas presser au Jimmy Butler. Mhm, Alors que, comme mhm, tu dis, aujourd'hui, on utilise le point d'appui parce que tu as beaucoup de pression sur le ballon, donc il faut vite mhm. libérer au mec le plus proche possible, qui aura un meilleur angle de passe, quoi. Mais effectivement. Bref, ça nous fait une bonne petite émission, tout ceci. Oh Bah ouais, mon dieu, c'était des cool. images de Jukes en 2025. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, Joachim Noah, Tom Thibodeau faisaient ça. Là, les Suns de Alvin Gentry aussi, début Ouais, 2010, et encore plus Mike D'Antoni. Là, vu la qualité d'image, on est plutôt sur les Suns de Mike D'Antoni ouais. que de, Ah bah, que c'est de exactement Alvin Gentry. l'action que j'avais en tête. Ah non, c'est pas Grand Hill là pour le coup. Mais ouais, c'était Non, un c'est Sean peu, Marion, ouais. ouais, c'était un peu l'idée du truc. Mais ouais, grave cool Bref, comme émission. C'était fun. ça y est, tu t'en vas, tu fais pas le j'ai joué avec? Ah bah je sais pas, t'étais en train de fermer t'étais en train de dire une bonne émission, donc moi je pensais qu'on Bah, avait une bonne fini, mais émission, mais on finit par le j'ai joué avec, allez, évidemment. c'est parti! S'il y a encore des gens réveillés dans le chat après ce petit blabla sur Boston Pelicans, on peut passer au j'ai joué avec. Donc, le j'ai joué avec, on cherche un joueur mystère. On dit les coéquipiers du moins fréquent au plus fréquent, en tout cas dans le top 50. On va pas citer le 422e. On est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Bonne chance à tous, nous dit Abracadabra. Est-ce que tu es prêt, Azad? On est Yes. parti. Notre joueur mystère a joué 27 matchs avec Jalen Smith. Ok. Numéro 50. Attends. Jalen Smith, c'est qui Jalen Smith? Parce que c'est Jaden Smith, le mec qui joue à. Jalen Smith. Et le mec qui joue à Chicago maintenant, il s'appelle comment? Lonzo Ball. Numéro Non. Donc, 49, ok, Jared c'est. Vanderbilt. Oui, Il a donc c'est joué ce. 28 matchs avec Jared Vanderbilt. Euh... Jared Numéro, Vanderbilt, ok. numéro 48, c'est Goga Bitadze. Ok. 32 matchs avec Goga Bitadze. C'est pas. Moi, je vois où, mais c'est pas facile, donc j'enchaîne. Disais-je, numéro 47, Julian Phillips. Toi, t'as les réponses sous les yeux, tu me dis, ah ouais, je vois où, mais c'est c'est pas facile. Numéro 45, Javal Magui. Notre joueur mystère, pardon, 46, Javal Magui. Attends. Notre joueur mystère a joué 33 matchs avec Javal Magui. Numéro 45, Patrick Patterson. Patrick Patterson. Patrick Patterson. Mais tu vois, Patrick Patterson, c'est un joueur que Pardon, j'avais. non, excuse-moi, j'arrive plus à lire. Ah, Patrick Williams, pardon, Patrick ah, Williams. parce que Patrick Patterson, oui, c'était un peu plus. Mais Patrick Williams aussi, c'est un peu à l'ancienne. Mais Patrick Patterson, c'est un des premiers mecs que j'ai utilisé sur 2K pour faire du pick and pop sur Oui, NBA 2K. C'était un des premiers que tu pouvais utiliser un peu comme et protecteur de cercle et menace à 3 points, dans la théorie en tout cas. Patrick Williams, donc de Chicago. Bon, ça donne un indice, hein. Il a joué à Chicago. Oui, oui. 44, Wilson Chandler. Numéro 43, Jérémy Lamb. Jérémy Lamb, plutôt quand il était avec Goga Bitadze, donc. Numéro 42, c'est Caris Levert.
Caris Oh là là, pour Levert. l'instant, c'est que des joueurs qui donnent envie de prendre sa retraite quand même. Hein. Numéro 41, Miles Turner. Oui, mais j'avais compris, il a fait Indiana. Il était à Indiana l'année dernière et cette année, il est à Chicago en fait. Mais du coup, j'arrive pas à voir qui c'est. Numéro 40, Ochea Brissett. Bah après, Patrick Williams, c'est à Chicago depuis 5 ans. Oui, mais tu m'as dit Jalen Smith là, ou Jaden Smith, c'est lui qui est arrivé d'Indiana. Ah bah oui, mais il peut avoir joué avec lui à Indiana. Je crois qu'il a joué avec lui ailleurs aussi. Ah mais oui, je suis un blaireau. Je crois. Numéro 40, Ochea Brissett. Ochea et Brissett, pardon, je me trompe toujours. Numéro 39, c'est PJ Dozier. Putain, mais c'est un mec qui a joué aux Suns aussi, du coup. Numéro 38, c'est Domantas Sabonis. 42 matchs. 42 matchs avec Domantas Sabonis, donc c'est pas beaucoup non plus. Hein. Domantas Sabonis. Numéro 37, c'est Dalen Terry. Mais qui est Dalen Terry? Mais Dalen Terry, je sais, il joue aux Bulls, là. Numéro 36, Alex Caruso. 36 matchs avec Alex Caruso. McDermott? Non, pas McDermott. Oh, putain. Numéro 35, c'est Justin Holiday. Ok, ouais, j'ai un peu compris le pattern là. Oh, numéro 34, c'est Chris Duarte, le rookie de 32 ans. Oh, mais j'ai vraiment la culture basket d'un hippopotame, c'est une catastrophe. Numéro. Il y a des gens qu'on trouvait dans le chat. Bah oui, tu m'étonnes. Effectivement. Ce n'est pas Lonzo Ball, non. Numéro 33, c'est André Drummond. Il a joué 52 matchs avec André Drummond. Oh là là, numéro 32, c'est... Qui a regardé ces Bulls en même temps? Ces Bulls, ils donnent envie de mourir, là. Dwayne Washington est le 32e. Attends, quoi? Dwayne Washington? Oui, junior. C'est un joueur de basket, Dwayne Washington? Bien sûr. Je l'avais pas, lui. Qui est né en Allemagne, d'ailleurs, apparemment, je vois. Très bien. Demar DeRozan, 31. Ouais. Ayo Dosunmu, en 30. Kobe White, 29. Vucevic, 28. Ok. Ouais. Numéro 27, c'est Michael Porter Jr. Ok, mais du coup, il a joué à Denver. C'est pour ça qu'il avait Javal Magui dans sa besace. Ah putain, c'est Bruce Brown. Non, pas du tout. Ah non? Non. Enfoiré, je te déteste. Numéro 26, c'est Jock Landale. Ah putain, donc ça, il y a du Suns alors. Ah non, il a Houston. Ah non, mais je pense que c'est plus Jock Landale époque Suns, ça. 25, c'est Jérémy. Putain, c'est Torrey Craig. Comment tu dis? Torrey Craig, c'est la torréfaction. Torrey Greg ou Torrey Craig? Torrey Craig. Et c'est Torrey Craig, en effet. Putain, et j'ai envie de dire, alors excuse-moi, je n'ai pas réagi de suite à Abracadabra. Je voulais pas gâcher le jeu pour les autres, mais Abracadabra a trouvé au bout du deuxième. Au bout du deuxième nom, il a balancé Torrey Craig. C'est un record à battre. Je suis pas sûr qu'on le batte cette année. Magnifique, respect Abracadabra. Donc en effet, c'est Torrey Craig. Donc pour te dire, un Goga Bitadze, quand il était à Indiana, tu sais donc il fait Denver évidemment. Denver, il a fait PJ Dozier, Jerry Vanderbilt et tout. Par où il était passé. Hein. J'avais bien le pattern. Si, il fait 6 mois, mais enfin non, même pas, il fait 3 mois aux Pacers. Il signe à Indiana en tant que free agent. Il est échangé à Phoenix l'année des finales. Ouais. Attends, je confonds. Alors, attends, je confonds. Peut-être qu'il signe à Milwaukee. Il signe à Milwaukee et ensuite il est échangé à Phoenix. Un truc comme ça. Je sais plus. Mais c'est à Phoenix qu'il joue avec Bitadze du coup? Non, c'est aux Pacers. C'est aux Pacers, ok. Oui, non, je crois qu'il... Non, attends. Je vais être sûr. Parce que les finales, Phoenix-Milwaukee, il était du mauvais côté. Il avait commencé l'année à Milwaukee. On s'en souvient. Et genre, s'ils avaient gagné Milwaukee... Enfin, s'ils avaient gagné les Suns... Non. Il aurait eu une bague. Est-ce qu'il a eu sa bague, du coup? Non, il n'a pas eu sa bague. Je crois pas qu'il l'ait eu. Je crois pas qu'il l'ait eu. Et donc, le top 10, maintenant. Le top 10. Maintenant qu'on a à peu près son CV et son parcours, citez-moi le top 10, qui sont les 10 joueurs qui ont été les coéquipiers les plus fréquents de notre ami, la légende de Torrey Craig. Giannis Antetokounmpo. Giannis, non, mais non, parce qu'il est resté très peu longtemps. Ah oui, je suis con, putain, le mec, il coûte rien. Bah, il a joué 18 matchs avec Antetokounmpo, tu vois. Booker est 10e, bravo. 140 matchs avec Devin Booker. Jokic, en effet, numéro 1, 203 matchs avec Jokic. Aaron Gordon.
Aaron Gordon. Non, mais non, c'est l'époque où il n'y a pas Gordon. Ah, mais oui. Hey. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas Nurkic à cette époque-là? Bah non, Nurkic, il est à Portland. Et il est déjà Pendant ce parti à Portland, temps-là. donc c'est après Nurkic, mais c'est avant Gordon. Alors, si tu veux, Torrey Craig, il arrive, il émerge un peu 2017 ou 2018, je crois, j'ai des souvenirs de lui. 18 ou 19. Denver. Ensuite, il part, je crois qu'il part à Milwaukee en free agency, je vais vérifier. Voilà, il part à Milwaukee et Phoenix. Il fait Milwaukee-Phoenix, les deux la même année. Ensuite, il fait Indiana. Il se prend un buzzer beater de DeMar DeRozan dans la tête. Il retourne à Phoenix. Phoenix, Chicago. Voilà. Ok. Et donc, reprenons le top 10. Et donc, non, Nurkic était à Portland pendant que lui était à Phoenix, quoi, grosso modo. Ok. Et ben du coup, on doit avoir. Putain, c'était qui les mecs avec qui il jouait à ce moment-là? Hey. Il n'y avait pas un peu dans le mode faux follet. Bah, il y a Gary Harris déjà. Gary Harris est 7ème, bravo. Gary Chan nous dit Jamal Murray. En effet, Jamal Murray est 3ème, bravo. Jamal Murray, ouais. Michael Porter Jr. n'est On l'a pas déjà dit, très non? haut. On l'a dit dans le Puisqu'en classement, effet, je en crois. fait, Pas que- MPJ a pris la place de Torrey Craig au final. Mais ils sont jamais vraiment trop croisés parce que c'est au début où Torrey Craig joue beaucoup. Michael Porter Jr. est jeune, donc non. On nous propose aussi Will Barton qui. Où est-ce qu'il est? Non, il est 12ème, Will Barton. Bien joué. Mais non, pas top 10 du coup. Monte Morris, bravo. Monte Morris, on nous propose Monte Morris. Ips nous dit Monte Morris qui est 4ème coéquipier le plus fréquent, en effet. Bravo, bravo. Garinchak en feu qui nous dit Beasley, oui, ça marche aussi. Malik Beasley qui est 8ème. Oui, ok. Ah ouais. Ouais, bah du coup, après, il doit y avoir le reste des Pacers. Non, Booker, tu m'as dit non? Booker est 10ème, oui. Chris Paul est 11, donc il n'est pas dans le top Ouais. 10. Michael Bridges, du coup. Michael Bridges, bravo, 9ème, tout à fait. Michael Bridges, 9ème. On nous propose aussi Ayton, du coup, Ips, qui effectivement est 5ème. Donc on a premier, Nikola Jokic. On a le 3ème, Jamal Murray. On Monte n'a pas Morris, le 4. deuxième. DeAndre Ayton, 5. Gary Harris, 7. Malik Beasley, 8. Michael Bridges, 9. Devin Booker, 10. Il nous manque le numéro 2. Et Jameer le numéro Nelson. 6. Jameer Nelson, non. Jameer Nelson, je crois pas qu'il ait joué avec. Non, oui, je sais pas pourquoi. Non, Jameer c'est sûr. Nelson, oui, non, Et alors que on a un rookie qui vient nous faire un coup de maître, puisque Technical Max 96, premier message dans le chat. Paul Millsap, bravo. Paul Millsap numéro 6. Très très belle trouvaille. On nous parle de Campaign, non. Campaign est 13ème, pas loin. On nous parle de Jeff Green. Je crois pas qu'il ait joué avec Jeff Green, hein, puisque Jeff Green arrive à Denver 2023. Il y a des joueurs en NBA qui n'ont pas joué avec Jeff Green. Ouais, bah Torrey Craig. Du coup, il nous manque le numéro 2. C'est quoi un peu les indices? Jeremy Grant est 25ème, on l'avait cité tout à l'heure, en effet. Comment c'est possible que Ayton ait plus que Mikal? Bonne remarque. DeAndre Ayton, 158 matchs. Mikal, 143. C'est une bonne question, ça. Alors que Mikal a jamais manqué aucun match. Eh ben, il n'est pas passé par Portland récemment. Non. Il n'a pas fait un détour de 10 matchs. Est-ce que ça... tu as les Summer League dans ton truc? Ou bah non, c'est que de la NBA. Il y a marqué que Michael Bridges a fait... Ah non, mais attends. Le Garincha. Je crois que le record de matchs de Michael Bridges, c'est en saison régulière. Là, il y a marqué qu'il a joué 10 matchs de playoff de moins que Ayton. Donc, je vais vérifier. Mais je crois qu'apparemment, il aurait peut-être manqué des matchs de playoff, non? Non. Et oui, parce que Garincha, en fait, il est retourné aux Suns. Torrey Craig, il a rejoué avec Ayton, alors que Michael Bridges était déjà parti dans le trade de KD, je crois. Donc c'était 2023, si je dis pas de bêtises. C'est ça, je crois que c'est ça. Et on a le dernier, effectivement, de Ips qui nous dit... Alors, c'est le pivot titulaire des Suns actuellement, Azad. Est-ce que tu vas le trouver? Nurkic? Non. C'est plus Nurkic. Donc c'est plus Nurkic. J'allais dire Bradley Beal du coup. Non, toujours pas. C'est Mason Plumlee.
c'est Mason Plumlee, en effet, le deuxième coéquipier le plus fréquent. 187 matchs. Regardez, pour vous expliquer, je vais vous mettre Torrey Craig. Est-ce que vous voyez à l'écran? Regardez, il a joué à Phoenix ici 2021 avec Michael et avec Ayton, mais ensuite il est revenu ici en Phoenix 2022, fin de saison 2022 et aussi 2023. Et sauf que fin de saison 2023, lui il est là en playoff avec Ayton, mais Michael Bridges est déjà à Brooklyn. Donc voilà, le mythe ne s'effondre pas. Non. non. Bon, eh ben, pas mal Azad. Bah ouais, c'était une bonne émission. Non, je parlais du quiz. Ah oui, bah ça, j'en ai un peu chié quand même. Bah, j'en ai un peu chié, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de mecs qui l'avaient avant moi non plus, donc ça va, je suis pas trop défait. Bref, on va s'arrêter là. Ça nous fait une bonne petite émission, en effet. Je vous remercie encore une fois d'avoir été nombreux sur le chat. C'est très plaisant. Merci beaucoup. Ouais, Merci c'est beaucoup, fun. Azad. Bah écoute, j'espère avoir bien tenu la barque. Je sais pas, là je sais plus où je vais là. Il est 23h15. Ouais, je sais pas trop comment terminer les émissions, mais merci de l'invitation. Merci à tous et on se dit à très bientôt, probablement à demain alors. Ciao! Ciao!